Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide, où pour changer, rien ne s'est déroulé comme prévu. Aujourd'hui, je reçois Ever, une victime de violences sexuelles qui souhaitait partager son histoire et surtout parler de l'impact que ça a eu sur son entourage commun avec son agresseur. Mais vous allez voir, cet enregistrement a été tout sauf simple. D'abord, il faut savoir qu'Ever ne correspond pas du tout à l'image que la société se fait de la bonne victime. Ever est portée par sa colère, une colère qui la maintient en vie et qui alimente son besoin de justice. Mais cette colère lui est souvent reprochée et son entourage, celui-là même qu'elle partage avec son agresseur, essaie de la faire passer pour folle. Selon eux, elle est trop agressive, à la limite de l'hystérie, les bons vieux clichés finalement. Alors qu'en réalité, c'est une femme traumatisée, en souffrance, qui réagit du mieux qu'elle peut face aux violences qu'elle subit. On a d'abord enregistré en juin dans des conditions un petit peu chaotiques puisque le micro d'Ever a décidé de ne pas coopérer. Alors j'ai dû enregistrer pour nous deux, ce qui explique la qualité sonore un peu bof. Jusqu'ici tout va bien à peu près. Mais en août, Ever me recontacte pour donner de ses nouvelles parce qu'il y a eu un léger retournement de situation. Les personnes qu'elle pensait être ses amies ont fini par lui reprocher sa colère, son agressivité. Oui, vous avez bien entendu, la colère qui la maintient debout aujourd'hui leur pose problème. Et selon elle, ils essaient de la faire passer pour une folle, et vous verrez pourquoi dans le deuxième épisode. Sympa, n'est-ce pas? Donc on a réenregistré fin août. Et là, pour couronner le tout, le dictaphone d'Ever a décidé de ne rien enregistrer du tout. Formidable. Bref, vous allez entendre notre premier enregistrement, et ensuite découvrir ce fameux retournement de situation à travers un message vocal laissé par Ever. Ce message sera disponible en même temps que cet épisode. Ever y parlera du sentiment d'abandon et de rejet qu'elle ressent aujourd'hui, parce que ceux qui devaient la soutenir ont préféré lui Bonjour tourner le Ever. dos. Je vous laisse avec la suite. Bonjour Et je Romane. vous souhaite une Comment bonne écoute. tu vas? Ça va. Merci de m'avoir contacté pour témoigner aujourd'hui. Si t'es là aujourd'hui, c'est pour témoigner des violences dont t'as été victime, mais aussi et surtout, t'avais envie d'aborder les réactions des gens dans votre cercle commun, finalement, avec ton agresseur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Ever, j'ai 33 ans et du coup j'ai été violée par un homme de mon âge qui fait partie de mon cercle d'amis, on va dire. Ça arrivé en avril 2022 et suite à ça, il m'a harcelée pendant 8 mois pour remettre ça. Et donc pendant ces 8 mois, j'étais dans le déni. Donc je suis sortie du déni en décembre 2022 et j'ai commencé à me battre contre lui à ce moment-là, en fait, pour faire entendre ma voix, ce qui était très compliqué. En quoi c'est important pour toi de témoigner aujourd'hui? Je vais témoigner de ce que j'ai subi parce que j'ai remarqué que dans l'imaginaire commun, en fait, les viols ressemblent pas à ce que j'ai vécu. Donc et puis surtout les gens n'ont pas envie de le savoir, ils n'ont pas envie de l'entendre. Donc du coup, moi j'ai envie d'en parler. Il faut qu'on l'entende et il faut qu'on sorte du silence et qu'on brise le tabou, en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? Alors, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, tu dis vraiment ce dont t'as envie de parler. Du coup, lui, je l'ai rencontré à une soirée post-Covid, donc juste après le confinement. C'était la première fois que je sortais. Et donc, je l'ai rencontré à une soirée sur les quais. Et j'ai rencontré en même temps mon ami, donc que mon agresseur m'a présenté, parce qu'on s'était déjà croisés une fois ou deux. Et donc, il travaillait dans le milieu de la techno. Moi, j'aime beaucoup la techno, je suis une grande fan, et j'aimais beaucoup le collectif avec qui il travaillait. Donc quand il m'a proposé d'aller en after chez lui, je l'ai suivi. Mais sur le moment, je suivais en fait. On est arrivé chez lui, donc il y avait mon agresseur et un
autre gars. Et puis là, ils se sont mis à deux, donc mon agresseur et son pote, à essayer de me faire consommer de la cocaïne, à me faire boire, et à essayer de repartir avec moi. Enfin, l'un des deux, ils étaient un peu en compétition. Moi, je ne bois pas et je ne prends pas de drogue. Donc, même s'ils y ont passé toutes pendant des heures et ça n'a pas marché. Ouais. Je suis restée 2 heures un peu sur place et j'ai beaucoup parlé avec eux, en fait. Donc, eux, je les ai... Et au moment où je suis partie de cette soirée, mon agresseur, il m'a emboîté le pas. Et donc, on était dans un quartier qui s'appelle La Part-Dieu. C'est un quartier que je connais pas bien. Enfin, je n'aime pas du tout aller là-bas. Et lui, il habitait dans un quartier à côté. Et en fait, pour que moi, j'aille au métro de là où j'étais, je devais passer devant chez lui. Mais j'en avais aucune idée. Et en fait, il nous a fait passer devant chez lui. Et quand on était en bas, il m'a proposé de monter. Et en fait, ça faisait des heures que j'avais pas fumé. Et j'avais envie de fumer. Et du coup, il m'a proposé de monter pour fumer un joint avec lui. Et en fait, j'avais tellement envie que je suis montée pour ça, quoi. En me disant, vu le bonhomme, et voilà, il n'y avait pas trop de risques parce que même s'il avait un peu insisté toute la soirée, pour moi, c'était évident qu'on ne jouait pas dans la même catégorie. Ouais. C'est pas très beau de dire ça, mais pour moi, il y avait... donc, il n'y avait pas de danger, quoi. Il pouvait continuer d'être lourd, mais je pensais pas que ça pourrait être pire. Donc, je suis montée, et en fait, là, je pourrais pas t'expliquer comment, parce que c'est vraiment le seul au monde qui a réussi, mais il a réussi à me faire boire. Alors que ça faisait 8 ans que j'avais pas touché d'alcool. Donc, il m'a fait boire, pas une petite gorgée de bière, hein, il m'a fait carrément boire des shots de rhum. Ouais, donc il t'a manipulé, en fait, déjà à ce moment-là, pour arriver à ses fins aussi. Oui. C'est 9h du mat, je suis pas sortie depuis le début du confinement, j'ai pas bu d'alcool depuis 8 ans, je suis fatiguée, et donc du coup, quand il a réussi à me faire boire, si tu veux, moi j'étais bourrée en 2 verres. Bah oui, tu m'étonnes. Je vais vomir dans son évier, dans sa cuisine, et le mec trop sexy, au moment où je reviens de la cuisine, qui me saute dessus. Oh. Pour vomir, je n'ai pas eu le temps de me... Tu m'étonnes. J'ai à peine rincé ma bouche. Je suis vaseuse comme pas possible, je tiens à peine debout, et le mec il vient et il m'embrasse. Vrai comportement d'agresseur, parce que là il se dit c'est bon, elle a vomi, elle est bien refaite, on y va quoi. J'ai tout compris, en mode elle va pas pouvoir me repousser. Je le repousse quand même, et je lui dis, sur le coup j'avais pas de... Donc je lui dis j'ai mes règles, tu vois. Ouais. Ce qui est complètement faux, mais sur le coup, tu vois, en fait j'étais tellement sidérée que le mec il se paye ce culot, que à part lui dire t'as vu ta gueule, t'es vraiment dégueulasse, jamais je coucherai avec toi, je lui ai dit j'ai mes règles, tu vois, genre je reporte la faute sur moi. Tu trouves une excuse entre guillemets, en fait, enfin une excuse c'est pas une excuse, mais un moyen de le repousser en fait. Et le mec, en vrai gentleman, il me propose l'alternative. Oh. Voilà. Et moi, je pourrais pas t'expliquer comment, parce que ça remonte, et puis parce que j'en ai aucune idée en fait, mais je me suis exécutée. Je me suis dit plusieurs trucs pour me convaincre. Ça va me prendre 4 minutes 30 vu le petit puceau qu'il est dans sa tête. Tu vois, il est tellement excité et tout que de toute façon ce qu'il veut c'est une validation, c'est pas un rapport sexuel. Donc j'ai tout de suite senti qu'il me faudrait pas plus de 4 minutes. Et puis c'était pas le premier mec que j'avais pas envie de me faire. Voilà quoi, j'étais quand même... Donc je me suis dit c'est quoi, ça va être plié en 4 minutes, vas-y je le fais. Et bien évidemment, ça a été plié en 2 minutes 30. C'était aussi une façon pour toi de d'en finir le plus rapidement possible aussi, en fait. Exactement. Donc, je finis ça en 2 minutes 30 et je me casse, en fait. Et comment t'expliquer ? Si tu veux, quand je suis ressortie de chez lui, pour moi, le truc traumatisant, c'était d'avoir bu de l'alcool. Ouais. Ça faisait 8 ans que j'étais abstinente. C'était quelque chose dont j'étais hyper fière. Ça m'avait détruit, l'alcool, ça m'avait vraiment... j'étais alcoolique au point de boire une bouteille d'alcool fort tous les jours. Ouais, ok. Donc pour moi, c'était une fierté de ouf. Et le fait d'avoir recraqué pour lui c'était pas les 30 ans de ma meilleure pote, ou tu vois, non, c'était un truc tout pourri, quoi. Donc je me suis culpabilisée. Et puis j'ai pas pensé à ce que j'avais fait derrière. T'étais encore dans le déni, en fait. Là, t'intègres pas du tout ce que tu viens de vivre. Exactement. Pour moi, le drame que je viens de vivre, c'est l'abstinence cassée, en fait, ouais. Exactement. Donc, je me déteste pendant pas mal de temps. Et puis, si tu veux, j'ai fait un genre de syndrome de Stockholm. Parce qu'en fait, je me suis dit qu'il fallait que je repasse du temps avec lui pour changer cette image-là que j'avais eue de ce jour-là. Ouais, ok. Je me suis dit, il était bourré,
bourré, c'était la première fois qu'on réside, donc je me suis moi-même convaincue et je lui ai trouvé des excuses. Et du coup, quand il est revenu vers moi, je l'ai laissé revenir. Et là, on a suivi une relation d'emprise qui a duré quelques mois, où il est venu quelques fois chez moi. Et en fait, à chaque fois qu'il venait, j'avais pas envie. Et quand je lui disais non, il insistait toujours et il me faisait céder. À la fin, j'avais mis des stratèges en place, parce que je suis malade, j'ai une maladie assez lourde. Et quand il venait chez moi, je sortais la bouillotte, le plaid, je sortais tous les mouchoirs pleins de morts, je les mettais sur la table avec tous mes médicaments, et puis je faisais genre que je pouvais même pas bouger, en fait. Et ça marchait. Ça marchait, là, il n'insistait pas. Et tout. T'étais obligée d'aller jusque-là quand même, quoi. Ouais, carrément. Et puis c'était presque à chaque fois, quoi. Parce qu'à chaque fois, je lui disais, tu peux venir, mais par contre, je suis pas bien, et tout, je serai pas ensemble. Et puis lui, oui, t'inquiète, j'étais même pas. Et puis en fait, c'était le seul truc qu'il venait faire, quoi. Ouais. Donc du coup, vu qu'il comprenait pas quand je lui disais non, j'ai inventé des stratagèmes, quoi. Ouais. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était en train de me faire péter les plombs. J'ai pris conscience que... j'ai pas pris conscience qu'il me violait, mais j'ai pris conscience qu'il me manipulait. Et qu'il arrivait toujours à me faire céder, donc c'était un problème. Et donc j'ai commencé à avoir une thérapeute qui faisait de l'hypnose et la sophrologie et tout. Et petit à petit, c'est elle qui m'a dit que j'avais subi des violences sexuelles, que j'avais déniées. Et elle voulait qu'on trouve ensemble qui, où, quand, comment et tout ça, quoi. À la seconde où elle m'a dit ça, j'ai arrêté de la voir. Parce que j'ai flippé. Bah ouais, tu m'étonnes. Et surtout parce que il y avait l'hypnose à côté qui m'avait fait remonter des souvenirs de mon enfance. Ok. Des trucs que j'avais pas forcément, que j'avais dénié aussi. Donc j'ai flippé et donc là j'ai tout arrêté. Et là je pense que j'étais au max de mon syndrome de stress post-trauma. Ouais. Là j'ai total brillé. Donc on devait être au mois de novembre. Donc c'était un mois avant de parler. Je suis allée faire un petit week-end à Paris. Et là-bas, en fait, j'étais tellement en insécurité que le pote chez qui je suis allée s'est mis à me draguer. J'étais pas prête parce que c'était un ami de 15 ans. Donc, pareil, j'ai fait un gros... ça m'a choquée, en fait. Ouais. Donc, j'arrivais pas à lui dire non, en plus. Donc je pense que c'est ça qui a tout déclenché, c'est que je suis rentrée de Paris, que je me suis dit, je suis en train de devenir tarée. Tout ce qui se passe dans ma vie, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Ouais, tu commences à conscientiser qu'il y a quelque chose, tu sais pas quoi, mais il y a quelque chose... Et je me suis, petit à petit, je me suis rapprochée de cet ami qui n'était pas du tout mon ami avant le viol, mais qui l'est devenu. Je pense que mon inconscient avait compris qu'il me fallait un allié qui soit du côté de mon agresseur. Ouais. Donc, et ce garçon, c'était un des rares hommes avec qui je m'étais rapprochée sans la moindre ambiguïté sexuelle. Ça a été un ami dès le premier jour. Ouais. On a 7 ans de différence, il est beaucoup plus jeune que moi. On s'est tout de suite mis dans une relation, je suis sa grande sœur, c'est mon petit frère. Et donc du coup, je vais chez lui, et puis lui, il me tire les verres du nez. Il me dit, Eva, ça va pas, je te connais depuis un an, enfin depuis un peu moins d'un an, et je trouve que c'est crescendo, t'es en train de péter les plombs, meuf. Il me le dit, tu vois, il me dit, Eva, ça va pas, quoi. Et il me dit, je voudrais qu'on en parle et tout, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait chier et tout. Et en fait, j'avais déjà commencé à lui parler un peu de ce gars. Et en fait, j'avais réussi à mettre des distances physiques, mais un jour, j'ai craqué. Et au mois de septembre, mon agresseur m'a proposé de venir chez lui. Il y avait personne, en fait, sur Lyon, c'était fin août ou début septembre, je sais plus. Et j'avais plus de weed. Et j'avais envie de choper de la weed. Donc, en fait, il m'a eu comme ça. Il m'a proposé de venir chez lui pour choper de la weed. J'y suis allée. Et en fait, quand j'étais chez lui, j'ai flippé et en fait j'ai appelé et je l'ai appelé mais devant mon agresseur en mode je suis chez machin et tout, mais vas-y mais rejoins-nous, on va se faire un apéro et tout. Et en fait j'ai rien dit qui pouvait être suspect, mais on ne sait pas comment il a tapé le sprint de sa vie pour venir. En fait on était dans un parc à côté de chez mon agresseur en train de promener son chien et il est arrivé avant nous, tu sais. Ouais, ok. Donc, et quand il est arrivé il a pas voulu me lâcher, mais genre il s'est mis à 2 centimètres de moi, il s'est assis à côté de moi et pendant une demi-heure, il m'a pas lâché. Et au bout d'une demi-heure, ce qui me ressemble pas du tout, j'ai dit à Hugo, j'ai envie qu'on se casse, tu vois. Et donc il y a une excuse et on se casse. Et on va manger une pizza sur le chemin du retour et c'est là où il me dit, Ever, il s'est passé un truc chelou entre vous et tout, je trouve que votre relation elle est bizarre et tout. Et moi j'ai pas envie qu'il s'en rende compte, donc j'essaie d'esquiver. Ouais.
Et donc 2 mois plus tard, en fait, lui, pendant 2 mois, il avait observé. Il avait vu des trucs. Et donc, il m'a tiré les verres du nez. Et en fait, je lui explique petit à petit que j'ai jamais vraiment consenti à coucher avec lui, mais que j'ai jamais réussi à lui dire non. Parce que, en fait, c'est quelqu'un... Donc, mon agresseur, c'est quelqu'un qui a été obèse pendant très longtemps. Ok. Obèse. Et du jour au lendemain, en 2020, à l'époque où je l'ai rencontré, il a perdu les 3/4 de son poids. Il s'est fait poser un anneau gastrique. Et donc, son corps, il a complètement changé. Et le regard des gens aussi. Ouais. Et en fait, je pense qu'il a brillé à ce moment-là. Maintenant, il ressemblait à un vrai mec, je sais pas ce qu'il s'est dit, et que maintenant, les femmes, elles pouvaient plus lui résister. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye de lui dire non, enfin, moi, en tout cas, j'avais toujours peur d'appuyer sur sa blessure. Ouais. Donc, j'arrivais pas à le rejeter. En fait, toutes les idées que j'avais pour le rejeter, c'était grossophobe, en fait. Même si je ne suis pas grossophobe, c'est juste que lui, physiquement, il me dégoûtait, en fait. Mais parce que je le trouve pas beau, et même pas parce qu'il... Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait dans son physique, et je pouvais pas lui dire, parce que je ne voulais pas être cette personne-là. Donc je me suis exécutée, et j'ai cédé à ses caprices, en fait. Et plus le temps passait, et plus il se comportait comme un gros connard avec moi, en fait. Et vraiment, c'était... il respectait rien du tout, quoi. Donc toute la relation, pour moi, elle a été non consentie, même si à des moments, j'ai cédé et que je lui ai donné mon consentement. Il y a aussi beaucoup de moments où il m'a pris par surprise, il m'a sidérée, et que j'ai pas consenti du tout, quoi. Donc j'ai compté 3 viols, une agression sexuelle, et puis du harcèlement pour mettre ça pendant 8 mois. Et le consentement que tu lui donnais, c'était aussi que justement tu t'en débarrasses plus vite. C'était pas vraiment le consentement, c'était oui, ok, vas-y, mais parce que ouais, c'est ça, tu cédais, c'est pas tu lui dis oui vraiment. Oui, non, en fait, c'était bon, il a insisté 2, 3, 4 fois, vas-y, quoi. Et toujours la même technique, puisque pour moi, c'était un mec qui n'avait aucune conscience de ce que c'était que la sexualité. Il comprenait rien aux femmes, rien à la sexualité, il comprenait rien à son corps. Il était gêné de tout et n'importe quoi. Il n'arrivait pas à communiquer, en fait. Normalement, dans une relation sexuelle, tu communiques un minimum. Lui, il communiquait que dalle, il tentait des trucs, et donc du coup, moi, je le voyais comme un petit puceau, et donc du coup, je me suis comportée avec lui comme si c'était un petit puceau. Donc, je faisais tout ce que je savais faire pour qu'il n'arrive pas à se retenir et que ça parte en 4 minutes. Ouais, non, mais tu voulais en finir vraiment le plus vite possible. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que le mec, il ne venait pas pour le rapport sexuel, mais uniquement pour la validation qu'il y avait derrière. Tu vois, pour la glorification de son ego, du genre, c'est bon, je me la tape encore, je suis encore capable. Et donc, le dernier soir, donc avril 2022, quelques semaines plus tôt, j'ai rencontré un mec, et quelques jours avant mon dernier viol, j'ai couché avec ce gars. Et puis, moi et mon côté obsessionnel, j'ai fait une obsession sur ce gars. Ça faisait des mois que je courais après. Et pour moi, c'était waouh. Et mon agresseur m'appelle, 4 jours après cette folle soirée que j'avais passée avec mon crush. Et il insiste pour venir, donc je lui dis non. Et il me dit, t'inquiète, je viens, c'est parce que je suis dans la merde, j'ai nulle part où aller et tout. Je tenterai rien. Et donc, il arrive et la première chose qu'il fait, c'est de tenter de coucher avec moi. Donc là, je lui mets beaucoup de stop. Toute la soirée, je lui dis non. Je suis trop fière de moi parce que tout ce que ma thérapeute, elle m'a appris, je mets en place. Là. Ouais. Trop contente, tu vois. Et je sais qu'au fond, je l'ai fait venir pour lui montrer. Et non, tu m'auras pas aujourd'hui. Donc, hyper fière de moi. Et le mec insiste quand même pour dormir avec moi. Il fait loin, tu vois. Genre, je suis super triste, ma copine est méchante avec moi et tout. Oui, parce que ce que t'as pas précisé, c'est qu'il est aussi en couple à ce moment-là, lui. Oui. C'est vraiment, c'est une enflure de première. Voilà. Dans tous les sens. Sa meuf, et alors, ils sont en couple libre, et sa meuf, elle se casse un week-end sur 2 pour aller... couple libre. Et en fait, à chaque fois qu'il se retrouve tout seul, il est en PLS. Il est incapable d'être tout seul, et surtout, il sait que elle va se faire sauter par d'autres mecs, ou d'autres meufs, parce que je crois qu'elle est dans les deux... Donc lui, dans sa tête, même s'il a accepté cette relation libre, il a accepté cette relation libre uniquement pour qu'elle revienne, parce qu'il l'avait perdue. Mais en fait, dans sa tête, il a accepté que dalle. Et la première chose qu'il m'a dit au tout début de la relation, c'est j'ai du mal avec cette relation libre, mais j'ai pas eu le choix. Et il m'a dit en gros que lui, il fonctionnait pas comme ça et que lui, il s'attachait aux femmes en fait. Donc c'est clairement ce qui s'est passé avec moi. Donc il s'est attaché. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, si tu veux, ce jour-là, quand je lui ai mis tous mes stops,
tu vois, il avait tellement pris l'habitude de me faire céder que bah, il a mis plusieurs manipulations en place. Il y a la manipulation du pied dans la porte, c'est-à-dire qu'à la seconde où je lui ai dit tu peux venir chez moi, pour lui c'était gagné. Ouais. Et ensuite il y a eu la chaîne du oui. Tu vois, je peux venir chez toi, oui, mais par contre tu restes pas dormir. Ok, pas de problème. Est-ce que je peux rester un petit peu, je dors sur le canapé, mais t'inquiète pas, à 5 heures je m'en vais et tout, tu m'entendras pas partir. Est-ce qu'en fait je peux dormir avec toi parce que je me sens seule, tout seul dans ton salon et tout. C'est toujours dépasser les limites en fait que t'essayes toi de poser. Exactement. Et tu peux pas lui dire parce qu'il se victimise. C'est comme ça qu'il arrive, tu vois. Si tu lui dis non, tu le détruis. Il te met toujours dans la position où soit tu dis oui, soit tu passes pour une grosse connasse. Donc, mais coup, c'est vraiment de la manipulation et de la culpabilisation. Exactement. Quelques mois plus tard que sur place, donc il était à une soirée, que sur place, il a dit à ses amis, je vais chez mon concu. Alors que moi, au téléphone, il m'a dit qu'il venait pas pour ça. Donc voilà, donc lui, dans sa tête, quoi que je dise, lui, dans sa tête, il savait ce qu'il venait faire. Oui, bah oui, c'est clair. Donc du coup, je lui fais confiance et je me dis, à ce moment-là, je me dis que je vais pas céder en fait. Je me fais confiance à moi, tu vois. Je me mets au lit avec lui, on éteint la lumière et à la seconde où on éteint la lumière, tu vois, il bouge pas et tout. Je me dis c'est trop bizarre. Et en fait, il a discrètement enlevé son caleçon avec ses jambes. Il a mis son caleçon au fond du lit pour pas que je le capte. Et là, il m'a sauté dessus, mais tout s'est fait en 20 secondes. C'est-à-dire que j'avais un short de basket, donc un short large. Ouais. Il a décalé le short, il m'a pénétré directement, il a mis 3 coups et il a éjaculé. Il a pas mis de capote alors que j'étais malade et qu'il le savait. Et pour moi, pour une capote, c'est très dangereux. Et il m'a pas demandé mon avis, enfin, il a fait ça comme ça. Il se retire, avant de se retirer, il me dit, je suis désolée. Moi, sidérée, je dissocie direct. Bah, tu m'étonnes. Je me lève. Première chose que je vais faire, parce que je suis flippée, c'est que je vais me débarrasser de son sperme, donc je vais pisser. Et là, je commence à cogiter parce que je suis malade. Le sperme, je suis allergique. En fait, il faut pas que soit au contact faut pas qu'il soit au contact de mon vagin. Et puis, j'ai plein de complications qui fait que, en fait, si tu veux, j'ai un problème à l'utérus. Et normalement, 10 jours après, je devais subir une opération de mon utérus. D'accord. Et donc, mon gynéco m'avait dit, pas de rapport. Donc, il te met en danger en plus, quoi. Oui, et donc en plus, si tu veux, moi j'ai un gynéco qui a déclaré il y a des années que je faisais une hypocondrie autour de mon utérus et de tout ce qui avait un rapport avec la grossesse. Ok. C'est ma plus grosse phobie, c'est de tomber enceinte. D'accord. J'ai eu une MST il y a quelques années, et cette MST, elle m'a détruit mon utérus. Okay. Et elle m'a fait un territoire hostile. Donc je peux tomber enceinte, mais si je tombe enceinte, le fœtus il pourra pas bien se développer, ça va faire des complications. En plus de ça, je peux en mourir et tout. Donc, pour moi, c'était inconcevable que j'ai un rapport non protégé. Et en plus de ça, c'était inconcevable que je l'ai pendant cette période-là. J'ai toujours respecté à la lettre toutes les consignes de mon gynéco. Ouais. Je le fais pas avec mes autres médecins, mais mon gynéco, c'est... Et donc du coup, c'était pas possible que j'accepte ce rapport, même si j'en avais eu envie. Et le mec, tellement dans le déni et tellement dans le besoin de se glorifier, il a inventé que après ça, on avait remis ça le lendemain matin. Oh. Et que cette fois, c'était moi qui suis venue, qui était à l'initiative et tout, parce que il s'est dit que si j'avais eu envie le lendemain, ça annulait le fait que la veille, je oui. Ça annule un peu, quoi. Voilà. Ouais, il se raconte les histoires qu'il a envie de se raconter, pour se rassurer, entre guillemets. Exactement. Et donc, quand on a essayé de lui en parler, il est carrément allé dire jusqu'à oui, mais elle s'en foutait à ce moment-là de sa maladie, elle a quand même pris le risque. On a refait ça sans capote le lendemain. Mais bien sûr, mais tout à fait. Évidemment que pour son micro-pénis, là, j'avais carrément envie de me mettre en danger de mort. Mais oui, c'est évident, c'était le but de ma vie même. Il me fallait son micro-pénis, il le fallait. Donc voilà, quoi, donc grosse blague. Donc, quand je te disais des incohérences, bah, c'est ça, quoi. Tu vois, personne savait, en fait, tout ce truc que j'avais mon opération 10 jours après et tout. Les filles qu'on n'ont rien eu à foutre. Mais quand je te dis qu'ils en ont rien eu à foutre, le fille qui a même pas pris la peine d'appeler mon gynéco. Alors que mon gynéco m'a fait une lettre et tout, mais rien à foutre. Hein. Pour lui, c'était un détail, on s'en fout, quoi. Donc voilà. Donc, les gens autour de lui ont cru à ses mensonges. Ils sont pas venus écouter ma version, ou très peu l'ont fait. Donc du coup, bah, au bout d'un moment, vu que lui, il voulait pas comprendre, je me suis dit peut-être que si j'en parle avec sa copine, elle comprendra un peu mieux. Ouais.
le truc, c'est que sa copine, miso plus, quoi. Ok. La meuf qui ne comprend rien aux violences sexuelles, je crois qu'elle sait pas ce que c'est qu'être une femme, vraiment. Et donc, du coup, c'est elle, la première, qui m'a envoyé les pépites. Les pépites. Première chose qu'elle m'a dit, on n'a pas commencé. Elle arrive et elle me dit cette phrase magique, mais tu vas adorer cette phrase, Roman. Elle m'a dit, comme tu avais déjà couché avec lui, c'est pas vraiment un viol? Ça a toujours été un viol, en fait. C'est horrible. Tu veux dire que le mec, il me considère comme acquis, comme un objet, qu'il a le droit de m'utiliser comme il veut, et que du coup, c'est lui qui décide pour mon corps. C'est ça que t'es en train de me dire, là, dans ton message, là? Est-ce que tu prends conscience de ce que tu dis? Donc, la meuf, voilà, le niveau de féminisme de cette femme. Et donc, du coup, j'essaye de lui expliquer. Donc, elle est venue avec une de ses amies qui est censée être féministe. Donc, son amie, elle essaye de lui faire comprendre que cette phrase, elle était pas terrible. Pas ouf, non, vraiment. Et ensuite, donc, du coup, je lui dis, ok, disons que tu le vois comme ça, je peux te montrer les messages qu'il m'a envoyés et puis on juge ensemble. Ouais. Donc, je lui file mon téléphone, elle commence à scroller, elle regarde les messages et tout. Elle me dit, bof, c'est pas du harcèlement, ça veut juste dire qu'il t'aime bien. Oh. Évidemment, personne n'avait dit ça dans une histoire de harcèlement. Il n'y a jamais personne qui s'est dit, l'agresseur, il est juste amoureux, en fait. Mais il est trop gentil, t'avais pas compris, toi. Évidemment. Donc, elle me rend le téléphone. Et là, elle se plonge dans le déni, en fait, parce que je lui dis, mais tu viens de lire les messages? Et elle me dit cette phrase, donc ça fait 2 heures qu'on parle, ok. Ouais. Et comme par hasard, au moment où les preuves éclatent, elle me dit, Ever, c'est trop pour moi, là. Stop. Il va me falloir du temps pour encaisser. Je peux pas, je te rends ton téléphone, je peux pas voir ça pour l'instant. Gros déni, tu vois. Genre, ça peut être difficile pour elle, ok, on est bien d'accord, mais par contre, toi, t'es victime, en fait. C'est toi qui es victime des horribles agissements de son mec, quoi. Enfin, à un moment donné... Exactement. Et puis, moi, je l'ai vécu, donc si elle n'est pas capable de conscientiser ce que j'ai vécu, elle n'arrivera jamais. Il faut qu'elle lise, en fait, ce que j'ai reçu. Et elle veut pas, elle me rend le téléphone et elle me dit un truc que je n'ai pas cru du tout. Elle me dit, je te recontacte bientôt pour voir les preuves et on en rediscute. Et moi, à ce moment-là, je m'en vais. J'appelle mon amie. Je me dis, c'est niqué, elle me rappellera jamais, elle ne me croit pas. Elle m'a rendu le téléphone avant de voir les preuves les plus impactantes. Ouais. Je te plonge dans le déni, elle ne nous aidera pas, c'est fini, quoi. Et sa pote, qui était là, dans ses yeux, j'ai vu qu'elle me croyait. C'était pas possible de pas me croire. J'étais bouleversée et tout. Ouais. Et cette connasse, après le rendez-vous, elle a participé à dire à tout le monde que j'étais hystérique, que j'avais fait une crise, que c'était incohérent tout ce que je disais et tout. Enfin, c'est 2 semaines après la retombée de ma mémoire traumatique. Ouais. Je suis encore dans le déni, en fait, plein de trucs, tu vois. Et je suis encore tellement sous choc que j'arrive pas à mettre de cohérence dans tout, tu vois. Mais ce que je dis est quand même vrai. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'était les premières pistes. On est au mois de janvier, je crois. Et c'est là que je fais ma première tentative de suicide. Oh, ok. Donc, j'appelle mon amie. Et donc, je lui dis que ça s'est mal passé. Je retourne dans mon lit pendant 3 ou 4 jours. Et je donne de nouvelles à personne. Et il insiste. Et au bout de 4 jours, il me dit, Ever, faut que tu sortes de chez toi, en fait. Je m'inquiète vraiment, là. Il m'a dit, viens chez moi. Si tu sors, tu t'habilles, tu viens. Et du coup, première fois en 4 jours que je m'habille. Et en fait, au moment où je me regarde dans mon miroir et que je suis habillée, je vais dans ma cuisine chercher un couteau. Et je me dis, maintenant que je suis habillée, je vais pas aller chez lui. Je vais aller chez lui. Je vais le tuer. Donc, j'appelle en sortant de chez moi. Et je lui dis, je vais pas venir chez toi, en fait. Et puis, je lui dis, je t'aime. Et puis, je lui fais mes adieux. Je lui dis, là, on ne se reverra plus. Je vais faire un truc que je veux faire depuis des semaines. Et je lui dis, là, je vais le tuer. Il pète un plomb. Et du coup, il me dit, t'es où et tout. Et je lui dis, là, je suis dans mon ascenseur, je suis en train de sortir de chez moi. Il a tapé le sprint de sa vie. Ouais. En gros, il a continué à être au téléphone avec moi. Et en fait, petit à petit, ma colère, elle s'est réduite. Et en fait, il y a un pont vers chez moi. Et en fait, juste avant de passer devant le pont, je dis, non, mais en fait, je pense que je vais sauter. En fait, la colère que t'as ressentie au départ pour lui, tu l'as tournée vers toi. Et là, tu t'es dit, allez, c'est bon, maintenant. Ouais. En fait, en parlant avec lui, je me suis rendu compte que j'allais pas réussir à le tuer. Que mon plan, il était tout pourri. Que ça allait pas marcher, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, j'avais envie d'arrêter de souffrir, en fait. J'avais mal au cœur. Donc, je me suis pas dit, j'ai envie de mourir. Je me suis dit, j'ai envie d'arrêter de souffrir. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ça, c'est important de le préciser. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que quand on dit qu'on a envie de mourir, c'est pour mettre fin à notre vie, alors qu'en fait,
très peu le cas. C'est juste qu'on ne voit pas d'autres solutions pour arrêter de souffrir. Même moi, genre à chaque fois que j'ai essayé de me suicider, c'était en mode j'ai trop mal en fait, il faut que ça s'arrête. T'as envie t'as envie de mettre un poignard dans ton cœur. Ton cœur, il s'arrête, quoi. Et donc, du coup, je passe devant le pont. Et au moment où j'arrive devant le pont, je vois Yago en train de courir le sprint de sa vie. Et en fait, je le vois au loin et je me dis, je m'en fous, en fait. Enfin, tu sais, j'étais déconnectée à ce moment-là. Oui, t'étais plus là. En fait, je vois que je vais lui faire du mal. Là, je le vois parce que je veux courir et tout. Mais pour moi, c'est plus important d'arrêter de s'ouvrir que de l'empêcher de souffrir lui. Ta souffrance est plus importante à ce moment-là, en fait. Il n'y a plus que ça qui compte. Je m'approche de la rambarde. Et là, il gueule. Il me dit, Ever, non, et tout. Et je me retourne. Et puis il me fait, mais fais pas ça, moi j'ai besoin de toi. Et là, je me dis, toi, t'as besoin de moi? Genre, il reste encore quelqu'un qui a besoin de moi. Et là, il me dit qu'il m'aime. Il me fait la déclaration d'amour la plus pure, comme un petit frère aurait fait à sa grande sœur. Et là, il me dit, tu vas pas sauter, on va se battre. Et s'il faut qu'on sacrifie notre vie tous les deux, on le fera. Mais il a tombé. Il m'a dit, t'es né pour gagner les combats perdus d'avance. Tu vas le gagner, celui-là, on va y arriver et tout. Et puis tant pis si on est obligé de faire des trucs, on s'en fout en fait, on y va, quoi. Et là, il me fait la promesse, il me fait, on va le dénoncer, on va lui pourrir sa vie, il est fini en fait. Et donc du coup, je l'attrape la main, je le prends dans mes bras, j'éclate en sanglots, et on est au milieu de la route, c'est n'importe quoi. Hein. Et en même temps, entre-temps, j'avais appelé un autre ami qui s'appelle Tim, et je lui avais demandé de venir. Je l'appelle et je lui dis, il faut que j'aille péter les genoux à un mec. Il m'a dit, ok, j'arrive. Il est venu avec la batte de baseball, le coup de poing américain. Le mec, il est venu équipé. Hein. Il est venu équipé pour de vrai. Il m'a dit, il est où le connard? Et du coup, il lui a dit, non, on va aller chez moi et on va se calmer tout de suite, on va péter les genoux à personne. Oui. On va chez moi et puis pendant 4 heures, je leur raconte mon histoire. Et là, il y a tous les deux qui me disent, mais il n'y a pas d'incohérence dans ton histoire et tout est logique, tout est cohérent. Et donc là, il me dit, je vais essayer de contacter des proches qu'on a en commun et je vais essayer de t'aider au maximum pour faire entendre ta voix. Et puis il me dit, puis il reste les réseaux sociaux, on trouvera un moyen. Et donc du coup, là j'ai commencé à contacter certains des proches de mon agresseur, certains par le biais de puis certains d'autres toute seule, quoi. Ouais. Et en fait, à chaque fois que je demandais de l'aide à quelqu'un, les gens me disaient tous, je te crois, mais je peux pas m'en mêler. Je vais rester neutre. Mais si tu restes neutre, t'es du côté de l'oppresseur. Ouais, mais je vais quand même rester neutre. Donc, il y a littéralement tout le monde qui nous a tourné le dos jusqu'au mois d'avril. Donc, pendant 4 mois, on était vraiment tous les deux tout seuls. Il était obligé de gérer mon stress post-trauma. Et c'était le seul... parce que j'ai tourné le dos à ma famille il y a très longtemps, donc c'était la seule personne dans mon entourage. En fait. Donc, il a tout pris sur ses épaules, le pauvre. Je le remercie, putain. Et donc, du coup, au mois d'avril, on a deux copines à lui qui nous ont rejoints. Donc, une qui avait déjà traversé tout ça une première fois 7 ans plus tôt, avec la même équipe. Ok. Donc, je savais très bien qu'ils n'étaient pas du tout faits pour comprendre tout ça. Et puis une autre qui s'était opposée à la première en défendant l'agresseur 7 ans plus tôt. Et qui, cette fois, ne voulait pas refaire la même erreur. Et donc, du coup, ces 2 personnes se sont réconciliées devant moi pour venir m'écouter, en fait. Et donc là, on a formé un groupe à 4. Et depuis 1 an et demi, on est juste nous 4. Personne d'autre ne nous a aidés, personne d'autre ne nous a rejoints. Et donc cette personne-là, donc cette deuxième amie qui avait un peu fait de la merde la première fois, elle m'a fait une proposition de dingue. J'arrivais pas à y croire, mais je me suis dit waouh, donc ça c'est parfait. Elle tenait en fait, elle était présidente d'une asso. Ok. Elle l'avait montée avec mon agresseur quelques années plus tôt. Et donc du coup, elle avait une page Insta liée à cette asso. Et en fait, cette asso, elle faisait plus d'événements, donc elle était un peu depuis le Covid, elle était un peu inexistante. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a dit, vu que cette page elle nous sert plus trop, mais que les gens continuent quand même de nous suivre, on va faire péter un truc sur cette page. Wow. Oui, comme il avait commencé à parler et à dire à tout le monde que j'étais tarée, j'ai pas eu besoin de le citer. Ouais. Au moment où j'ai écrit mon truc et qu'on a sorti ça, tout le monde savait que c'était de lui que je parlais. Donc du coup, moi, j'ai pas eu besoin de le citer et tout le monde a commencé à contacter cette personne qui avait lâché la story pour voir plus. Et au final, dis-toi que quand tu donnes pas le nom,
t'as beaucoup plus de réactions que quand tu lâches un nom. Oui, Donc, je sais. au final, c'est mieux de pas lâcher le nom parce qu'il y a la curiosité malsaine des gens qui fait qu'ils veulent savoir. Et donc là, ça a dénoué un peu les bringues. Et là, il commençait à y avoir un peu du mouvement. Ok. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont commencé à remettre en question son comportement. Il y en a qui m'ont dit qu'effectivement, il avait déjà été hyper lourd avec les meufs. Et puis, j'essaye d'expliquer que lui, il a entendu mon agresseur dire qu'il avait déjà été accusé de viol au lycée. Oh putain. Donc, en fait, c'est ça un petit peu qui avait aussi à comprendre ce qui se passait entre nous. Pour lui, il y avait un potentiel danger déjà parce que mon agresseur lui avait dit qu'il avait déjà été accusé. Il avait pas c'est pour ça qu'il a vite compris. Et puis aussi parce que je sais pas si c'est un communiste. Ok. Très impliqué dans la lutte contre la misogynie, contre toute forme de discrimination. En fait, c'est le but de sa vie. Le mec vit que pour ça, presque. Et donc, c'était le seul qui était féministe, en fait. Même si c'est pas le premier truc que tu vois chez lui, dans sa tête, il est féministe, le gars. Oui. Donc, en fait, il avait fait le chemin tout seul, sans que moi, j'ai rien besoin de lui dire. Et donc, c'est pour ça que c'est quand lui, il a pris la parole, que les gens ont commencé à se dire si il la croit. Alors, quelqu'un de très intègre, c'est quelqu'un qui se mouille pas, et tout. Et à côté, il y avait aussi cette fille qui avait fait la story. Donc, les gens ont commencé à se dire, ça, c'est deux personnes qui se mouillent pas, normalement, qui ne prennent pas parti, normalement. Donc voilà, ça a commencé à parler. Et puis là, j'ai commencé à recevoir des menaces de mort, mais plutôt des menaces de si tu la fermes pas, je vais te... Oh putain. Et l'entourage, c'était pas lui, lui, j'ai jamais eu affaire à lui, mais c'était son entourage pro, en fait, parce que moi, j'ai porté plainte et j'ai voulu faire un signalement parce que mon but, c'était qu'il travailler, en fait. Donc, j'ai fait un signalement à son entourage pro et j'ai fait de façon officielle, donc avec ma plainte, mes preuves. Et donc, du coup, les personnes qui ont pris mon signalement en compte, ils avaient une cellule BHSS, ils ont fait que de la merde, du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai fait mon signalement 2 semaines avant un événement qu'ils organisaient eux, où mon agresseur devait travailler dessus. J'ai fait un signalement en disant qu'il y avait une autre femme qui était en danger. Donc, j'ai donné son nom et tout ça parce que je l'avais entendu dire des trucs hardcore sur elle. Et je leur ai demandé de faire en sorte de protéger cette jeune femme. Et puis, si c'était possible, de faire en sorte que moi, je puisse venir en toute sécurité à ce festival. Donc, que ce soit lui qui vienne là. Ils me disent OK. À la fin du compte rendu, les filles, elles ont dit qu'il était dangereux, quoi. Elles ont un compte rendu, il était dangereux. Elles ont même pas été jusqu'au bout des preuves. À la moitié du truc, elle m'a dit OK, c'est bon, c'est hardcore, ce mec est un porc, il est hyper dangereux. Donc voilà. Donc je demande au président de l'assaut de faire un communiqué. Il veut pas. Donc c'est-à-dire que on sait qu'il est dangereux, mais on veut pas le dire. Donc lui, il le dit en off. Il le dit à son équipe et puis il le dit à lui. Tu peux pas venir sur le festival parce que du coup. On a rencontré Ever, machin et tout. Et le truc, c'est que ça va me retomber dessus, puisque personne ne me croit à cette époque-là et que l'association ne veut pas vraiment officiellement dire les potes de mon agresseur commencent à crier à l'injustice, c'est pas normal qu'il ait pas le droit de travailler, machin et tout, c'est une grosse mytho, de toute façon elle est juste perchée à cause du LSD. Donc voilà quoi. Donc du coup je mets un gros coup de pression et en fait je vais les harceler. Je vais aller jusqu'à les harceler pour qu'ils me donnent ce que j'attends en fait. Ça marche pas. Le vendredi matin, donc premier jour du festival, il m'appelle et puis il me dit t'es allé voir la story du festival? Et je lui dis bah non et tout. Je vais voir la story et qu'est-ce qu'on voit sur la story? Il y a 1 minute de vidéo et on voit lui. Et tu sais, attends c'est pas fini. Le pire c'est qu'il est à 1m50 de la fille que j'ai été protégée. Oh putain. Donc là, vraiment, c'est un doigt d'honneur pour toi, quoi. Tiens, regarde. Ah, mais carrément. Là, pétage de câble. Donc, je recommence à harceler l'assaut. J'appelle tous les gens que je connais qui travaillent sur le festival. Je veux parler au directeur de l'assaut et je veux qu'on protège cette fille. Qu'on puisse pas me protéger moi, rien à foutre. Mais elle, on la met pas en danger. S'il lui arrive un truc, mais je les défonce tous. Mais pourquoi protéger une potentielle victime quand on peut bien protéger un vrai prédateur, un vrai agresseur? On protégera toujours l'ego masculin avant... c'est la société misogyne, c'est le patriarcat.
c'est comme ça, tu vois. Et donc, du coup, ben, je mets quand même un gros coup de pression à tous les gens que je connais. Et là, j'ai un de mes amis qui me dit, je vais appeler le boss de ton agresseur. Parce qu'en fait, il était embauché par une structure qui travaille avec le festival. Ok. Et donc, le festival m'a fait comprendre que c'est pas eux qui peuvent décider de s'il peut travailler ou pas. Ouais, c'est encore au-dessus, ouais. Donc, moi, j'appelle un pote qui est ami avec le patron de mon agresseur. Et je lui dis, tu te démerdes comme tu veux, mais tu me trouves le moyen que je puisse parler à ce mec. Et donc, du coup, il accepte. Et donc, son patron me rappelle. Et là, je lui dis, je te fais un signalement au téléphone, là. Et puis, on se voit lundi, on en parle ensemble. Mais là, si tu le fais jouer sur cette date, je porterai plainte contre vous pour la mise en danger de la demoiselle. Donc là, il prend un coup de speed. Et puis, il me dit, ok, c'est bon, on le fout. Et donc, il le fait dégager. Donc, j'ai gagné ma première... C'est quand même fou que tu sois obligé de menacer, de porter plainte pour qu'il y ait une réaction. Comme c'est totalement fou que les gens te croient parce qu'il y a 2 autres personnes qui sont intègres, etc. Parce que eux te croient. Ça, c'est horrible. Par contre. Et dis-toi que j'ai été aussi obligée de menacer le directeur du festival de distribuer des flyers pendant que les gens attendaient avec la gueule de mon agresseur, en mode, ici, on soutient les agresseurs, tu vois. Ça leur a fait flipper, et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont viré. Mais de base, il a quand même travaillé la matinée 2 semaines après mon signalement. Donc, après ça, évidemment, j'ai montré toute mon agressivité, j'ai montré que j'étais prête à tout, j'ai montré que j'étais folle. Ça collait vachement bien à ce qu'il avait dit de moi. Bah, t'étais pas folle, t'avais besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que t'avais besoin d'être crue, t'avais besoin qu'on te croie, t'avais besoin d'être perçue comme légitime, en fait, parce que c'est ce que t'étais. Et vu que t'étais tout le temps rejetée en permanence, bah forcément, hein, à force, quand on ne croit pas, bah tu pètes un câble, hein, c'est normal. Et puis les gens ont tellement besoin de croire à sa version à lui, qu'ils s'accrochent au moindre petit signe et qui pourrait confirmer ce qu'il dit, quoi. Mais puis il manipule tout le monde comme il t'a manipulé toi, en fait. Exactement, il manipule même lui-même, hein. Parce que, il y a des moments où c'est tellement trop incohérent que tu vois que le mec est activé, en fait. Ouais. Et donc, du coup, suite à ça, je suis devenue la méchante mise-en-ongles. Bah, évidemment. Donc c'est là où j'ai commencé à recevoir des coups de pression de la part de ses collègues qui avaient pas envie, en gros, de le perdre. Et c'est là où j'ai commencé aussi, du coup, j'avais pris contact avec son patron. En fait, ils sont 2, ces patrons. C'est des co-patrons, quoi. Moi, j'avais eu contact avec un seul, et à partir de là, en fait, on a eu des contacts en off. Personne savait on s'appelait à peu près 1 fois par mois. Et en fait, il m'aidait à obtenir les infos dont j'avais besoin pour me battre. Sauf que lui, il disait rien. Et donc, on a fait un deal ensemble. Et donc, je lui ai dit, moi, je veux que tu te débarrasses de lui. Je veux qu'il perde son taf. Je veux qu'il perde l'accès à son milieu pro. Parce que cet accès-là, c'est son terrain de chasse. Ouais, clairement. Il pourra plus avoir ce pouvoir qu'il a dans ce milieu pro. Il pourra plus violer, ou alors ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, je déconstruis tout ce que le mec, il croit sur le viol. Et pendant des mois, je le travaille au corps et je lui dis, tu prends le temps que tu veux, mais il faut qu'à un moment, tu trouves le moyen de le licencier. Et donc, du coup, on s'est mis d'accord pour lui rendre la vie tellement impossible qu'il décide de se casser lui-même. Comme ça nous retombait dessus. Donc, moi, je continue de l'humilier par Insta et tout. Et puis, son patron continue à lui donner du taf de merde et à lui montrer que, il a plus les mêmes privilèges qu'avant. Et au bout de 4 mois, donc mon agresseur prend des vacances. Et alors là, c'était le meilleur moment de l'année. C'est le seul moment où j'ai été bien. Ouais. Et donc, il part en vacances. Donc là, je prends un rendez-vous avec son patron. Et là, on met en place la stratégie. Donc, il me dit, quand il revient de vacances, je vais le mettre au pied du mur et puis je vais le forcer à démissionner. Donc, moi, je me dis trop bien et tout. Il me dit, par contre, pour le motiver, il faudrait que sa vie à Lyon, elle devienne toute pourrie, quoi. Donc, je lui dis, t'inquiète. Et donc, j'ai fait le truc, je vais pas pouvoir le dire, mais j'ai fait ma petite vengeance, que je t'ai envoyée cette nuit, là. Ok. Voilà. Je vois. Je vais pas pouvoir le dire parce que on a porté plainte contre moi pour pas mal de trucs. C'est dommage parce que vraiment, la reine. Putain, je me suis fait plaisir.
puisque tout ce qu'ils font, c'est pour glorifier leur ego. Moi, je pense que le meilleur moyen de mettre à terre un agresseur sexuel, c'est de lui niquer son ego, de lui niquer son image. Donc voilà, donc j'ai fait ce truc qui a essayé de... Enfin voilà, j'ai sur Insta, pareil, hein, j'avais pas besoin de le citer au final. Oui, bah oui. Puisque il avait fait le taf tout seul, donc sur Insta, j'ai publié une bonne partie des messages, les moins pires, les pires, je les ai gardés. Mais donc du coup, les gens ont commencé à se dire que, à la limite, s'il m'avait pas violée, c'est quand même un porc. Oui. Et que c'est quand même un forceur. Parce qu'en fait, il arrêtait pas de dire à tout le monde qu'il n'avait jamais rien fait. Il a tout nié en bloc. Donc moi, pour reprendre un peu de crédibilité, je dis « Ah bon, t'as jamais rien fait ?» Ah bon, bah ok, on va voir si tes potes qui valident ce comportement. Et donc là, forcément, je suis une horrible personne. Comment est-ce que j'ai pu publier des trucs? Comment est-ce que j'ai pu manquer de respect comme ça? En fait, quand tu te fais violer, normalement, t'es censé continuer de respecter ton violeur. Bah oui. Hein. Tu dois respecter son identité, tu dois respecter son image, c'est normal. Le pauvre. Une grosse connasse de pas le faire. C'est toi la méchante personne. C'est vraiment un scandale. Donc ses potes sont allés jusqu'à dire qu'on s'en foutait de savoir s'il m'a violée ou pas. Le crime, c'est pas grave. Par contre, le délit de diffamation derrière, mais c'est horrible. Donc moi, je suis une méchante personne parce que j'ai prouvé que ces mensonges étaient des mensonges. Qui mettent cette énergie dans le fait de justement croire ta version à toi et pour aller le niquer lui, en fait. Mais en fait, ces potes, ils ont eu la mort parce que j'arrivais à gagner du terrain. Bah oui. Et que j'arrivais à lui faire du mal. Et que j'arrivais à faire entendre ma voix. Donc ces potes, ils se sont mis dans un déni tellement profond que au moment où j'ai prouvé des trucs, ils étaient là en mode on s'en fout de tes preuves. Ce qui compte, c'est que tu lui foutes la honte et que tu sois méchante. Non mais franchement. Mais tu m'as violée, en fait. Je ne comprends pas comment tu veux que je continue de le respecter, quoi. Donc ça m'a fait assez rire. Et à partir de là, j'ai compris que c'était pas juste il faut faire entendre ma voix. C'est il faut dire, redire. Judith Godrèche, elle l'a très bien dit. Elle a dit on est obligé de répéter 10 fois la même chose pour que les gens intègrent ce qu'on dit, en fait. C'est clair. Et c'était ça. Même avec mes alliés, les 3 personnes, bon, il n'y a pas besoin. Et avec les 2 filles qui nous ont rejoints, il y a des moments où je leur expliquer en fait le but de ce que je fais. Parce que elles ont pas le... Oui. Des fois, elles me disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais je fais ça parce qu'il faut déconstruire tous ces trucs et tout. Ah, ok, d'accord, tu vois. Mais elles ont pas forcément et elles comprennent pas tout ce que je fais. Et donc, du coup, les potes de mon agresseur, ils comprennent pas du tout. Bah oui, non. Pour eux, la meuf, elle est tarée, c'est une sorcière. Alors que tout ce que j'ai fait avait un but bien précis. Moi, j'ai essayé de lui briser son mental. Parce que c'est ce qu'il a fait. Donc, il y a des moments où je faisais des trucs complètement illogiques pour les gens, mais moi, je savais très bien ce que je faisais. Ouais. J'essayais de provoquer ses névroses. J'ai été très bien éduquée avec une mère plus que névrosée, et quand j'étais petite, je faisais péter un plomb à ma mère en la poussant dans ses névroses. C'est un sport qu'on avait avec mon grand frère. On a toujours été hyper doués pour pousser ma mère dans ses névroses. Donc moi, quand je suis partie dans ce combat-là, mon idée, c'était pas de faire éclater la vérité. Je voulais le rendre fou. Je voulais vraiment qu'ils finissent dans le même état que moi. J'avais fait des promesses. Il m'avait envoyé un message dégueulasse pour me dire qu'il avait rien fait. Dans le message, il s'est envoyé une balle dans le pied en me disant « C'est vrai que j'ai insisté toute la nuit, c'est vrai que tu m'as dit non 50 fois, mais je t'ai fait changer d'avis. Et c'est vrai que j'ai pas mis de capote, mais je me suis excusée. » Oui, ça a pris toutes les décisions tout ça. Bah c'est bon, alors tout est effacé. Non mais putain. Ce message-là que j'envoie, à un moment, j'étais allée voir une fille. Alors c'est la première fille à qui je vais parler, avant les 2 qui nous ont rejoints. Elle travaillait avec lui et elle travaille sur des tournées et tout, donc je l'ai croisée dans la rue au mois de décembre. J'avais pas encore vu sa copine à lui. Et donc du coup, elle me propose de venir chez elle pour que je lui explique. Et pendant 2 heures, je lui explique. Elle me dit qu'elle me croit et tout. Donc je me dis trop bien. Et en fait, au moment où il m'a envoyé ce message quelques semaines plus tard, je me suis tournée vers cette fille. J'avais pas encore trop d'alliés et tout. Et du coup, je lui envoie, je lui fais un screen, quoi. Et je lui dis, t'en penses quoi et tout. On est d'accord qu'il tire une balle dans le pied, que c'est dégueulasse ce qu'il me dit et tout. Et donc j'avais montré à des copines qui ne le connaissaient pas lui. Des copines, c'est un porc, putain, mais il a tout avoué. Là, il pourrait que c'était des aveux. Et pour la fille qui était pote avec lui, elle a osé me dire, coup de poignard dans le cœur. Ah bah moi je les trouve honnêtes ces excuses.
Pardon. D'accord. Ok. Mais continuons de tout leur céder, de tout leur pardonner, hein, franchement. Donc moi j'éclate en sanglots et je me dis t'es sûre meuf? Alors j'essaie de lui dire, je lui dis mais t'as vu, il dit qu'il a forcé, il dit qu'il a pas mis de capote et tout, la meuf, écoute Ever, je peux pas. Donc elle m'abandonne et donc là je me dis bon bah elle va clairement me servir à rien. Et en fait vu la souffrance que ça m'a fait d'entendre qu'elle me dise ses excuses, elles sont honnêtes, je me suis même dit elle va juste me faire souffrir en fait. C'est clair. Plus que je la contacte. Donc mes autres copines me rassurent en me disant écoute Ever elle est dans le déni parce que c'est son pote quoi, donc on va pas compter sur elle, tiens pas compte de son avis, on s'en fout. Et dans mes copines à moi il y en a une qui connaît un très bon ami à mon agresseur et elle veut essayer de lui ouvrir les yeux. Ouais. Donc elle le contacte, elle lui dit qu'elle a vu des messages et que pour elle c'est sûr à 100% c'est elle qui l'a vu de ses yeux, y a pas consentement quoi, 100% sûr. Et elle lui dit en plus qu'il y a des messages de groupeurs et tout. Et le mec, il veut pas. Il veut pas me rencontrer, il veut pas la croire. Les gens sont fermés. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc bah du coup, elle insiste. Et au bout d'un moment, en fait, c'est lui qui lui dit, bah écoute, je peux lui faire rencontrer la cellule VHSS du festival, quoi. Donc je me suis dit, bon bah je vais faire ça, quoi. Et donc c'est grâce à elle, et donc grâce à lui, que j'ai pu voir la cellule VHSS. Mais sauf que, le jour où mon agresseur il était sur le festival et que j'ai appelé pour le faire gifler quoi, ouais. Lui il s'est énervé contre moi et lui il a lancé une grosse diffamation en fait à mon sujet en disant que j'avais appelé toutes les salles où son artiste fétiche devait jouer pour faire annuler ses dates. Pardon. C'est ce que j'avais fait avec mon agresseur, tu sais, un peu. J'avais appelé un peu tous les gens qui travaillaient avec lui pour le faire virer, en fait. Mais j'avais aucune raison d'appeler les salles de concert où sa musicienne préférée avait trouvé n'importe quoi. Et donc ça, il fait mais c'est complètement con. Mais complètement. Et vu que c'est la première fois qu'il passe un truc, bah, si tu veux, il m'a diabolisé, là. Là, il a créé une image de méchante sorcière qui veut juste briser la vie de tout le monde. Et cette image, elle m'a collé à la peau pendant 1 an et demi. Parce que dis-toi que là, du coup, donc j'ai bien avancé, j'ai réussi à faire entendre ma voix. Oui. Les filles qui m'ont complètement ignorée, enfin, ma plainte, elle a été classée sans suite en 4 minutes, comme ça. Oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. Donc voilà, donc peu importe. Moi, de toute façon, de base, j'ai jamais cru que la justice allait m'aider. Oui. Moi, je me suis dit, je vais me lancer dans le combat judiciaire pour faire diversion. Parce que quand je dis que je me bats, les gens, ils me demandent que t'as porté plainte. Non, mais oui, c'est ça. La justice, quoi. Donc, non, toi, tu viens de faire justice toi-même, en fait. Voilà. Moi, j'ai pris l'avocate la moins chère du monde. J'ai pris ma avocate pour faire genre, tu vois. Et puis j'ai laissé l'avocate se démerder. Je lui ai ramené j'ai même pas pris la peine de trier mes preuves. J'ai ramené le truc et je lui ai dit démerdez-vous. Et moi dans ma tête je me suis dit mais diversion. Je vais pas m'occuper de ça. J'ai pas la force pour ça. Moi je voulais lui briser son mental. Je voulais pas qu'il aille en prison. Et puis de toute façon il faut aussi rappeler que la justice n'aide pas. Il y a que 1% des viols signalés. C'est que la justice elle t'enfonce. Bah c'est ça, ouais. C'est carrément, encore, elle t'aiderait pas, elle t'ignorerait. Mais elle t'ignore pas, elle te fait passer pour une menteuse. Mais oui. Elle fait tout ce qu'elle peut pour invalider ton trauma. Moi, on m'a traité comme une merde, mais comme une merde. Comme si t'étais l'agresseur aussi, toi, en fait. C'est ça, t'es placé au même niveau. Exactement. Le premier truc, quand je suis allée porter plainte, j'ai passé 5 heures avec le flic. Donc d'abord, j'ai été dans 3 commissariats différents. Oui, ça j'ai vu aussi, ouais, non mais... dissuadée. Le 3e commissariat, c'est le chef de la police qui m'attendait parce que j'étais allée la veille et que le flic m'avait dit pour revenir demain. Et j'y vais le lendemain et le chef de la police m'attend. Il me chope à mon arrivée, il m'emmène dans une pièce fermée. Et là, il me parce qu'il savait que j'avais pété un câble. Et là, il me dit, si vous voulez porter plainte, c'est maintenant, sans votre avocate, et je vous accorde 1h30. Oh putain. De quoi? Je dis, hors de question que je sois sans mon avocate. Il y a des conditions maintenant pour porter plainte, alors, ok. Mais justement, je lui ai dit, moi, ce sera avec mon avocate, je veux au minimum une demi-journée, parce que j'ai besoin de temps. Et puis en plus de ça, je suis pas en état, en fait, là. J'étais en sanglots et tout. Donc il insiste, il me dit, bah non, c'est maintenant ou que dalle, quoi. Donc j'appelle mon avocat.
et mon avocate qui me dit mais j'arrive. J'ai eu de la chance, elle me dit j'arrive. Et en fait, entre-temps, le flic m'a tellement poussé à bout que je me suis barrée, en fait. J'ai pas pu rester. Pour moi, c'était tac, le flic. Donc, je rejoins mon avocate à son cabinet. Et là, pour te dire que la justice nous aide pas, mais pas du tout. Mon avocate, elle essaye de me convaincre de quand même aller porter plainte avec lui. Je lui dis non. Je me sens ni en confiance, ni soutenue. Ouais. Je me sens, j'ai peur de ce mec, c'est mort, quoi. Donc, du coup, je lâche l'affaire avec mon avocate. Je me dis, mais toi non plus, tu sers à rien. Censée me défendre, mais la meuf, en fait, elle essayait aussi de me dissuader. Et du coup, je lâche l'affaire et je vais dans le plus petit commissariat de Lyon, le truc le plus pourri du monde, le truc qui est ouvert de 14 à 16 heures, un sur deux, quoi. Et du coup, je me dis, s'ils sont pas formés, ils sont pas non plus formés à dissuader. Et donc, je vais là-bas, alors je tombe sur un mec qui ne comprend rien aux violences sexuelles, mais il avait tellement peur de dire ou de faire un truc qui me fasse du mal, que le mec, il était comme ça. Et en fait, je l'ai éduqué pendant 5 heures. Et il a dit des trucs de merde, mais il les a jamais dit de façon. Celui-là, il a fait des boutades, quoi. Il a dit des trucs sans vraiment comprendre ce qu'il disait. Et à chaque fois que je le reprenais en lui disant mais de quoi? Par exemple, à un moment, il m'a demandé si j'avais mouillé. Je lui dis c'est quoi le propos? Enfin, c'est-à-dire pourquoi faire? Bah, si vous avez mouillé, c'est un peu une preuve de consentement. Trouvez à l'hôtel à cause de je sais pas quoi, et vous êtes obligé de partager votre chambre avec votre équipier. Vous dormez dans le même lit. Le matin, tu te réveilles avec la gaule. Est-ce que ça veut dire que t'as envie de ton pote? Parce que bon, c'est un peu pareil, quoi. Et puis il me dit, ah bah non. Voilà. Si t'as le droit d'avoir la gaule, d'avoir envie, moi j'ai le droit de mouiller par automatisme pour éviter qu'on m'arrache le vagin. En fait. Voilà, exactement. Voilà, donc il me dit, ah mais je savais pas que les femmes elles pouvaient mouiller sans avoir envie de se bouger. Trop bizarre, bah alors il faut retourner faire des cours d'anatomie. Mais en fait, à chaque fois qu'il me disait une connerie comme ça, je le mettais toujours dans la situation lui-même. Par exemple, à un moment, il m'a dit, quand on est marié, on a le droit de faire ce qu'on veut avec le corps de sa femme. Je lui dis, donc ça veut dire que si demain ta femme, elle vient avec un gosse de 35 cm et qu'elle te l'enfonce dans le cul, c'est ok. Mais vraiment, je lui parlais comme ça. Tu l'as choqué. Ah oui, bah non, mais ça, c'est pas pareil. Je lui dis, pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi est-ce que ton trou de balle, il aurait plus de valeur que son trou à elle? C'est la même chose, ça lui fera le même effet. Elle me dit oui, et il me dit oui, mais non, parce que là, il y a un côté sexuel, on s'en fout. Si toi t'as le droit de dire non, elle a le droit de dire non aussi. C'est clair. Donc ça n'a pas pu pleurer et tout, tu vois. C'est dur, hein. Et donc c'est pour ça que ça a duré 5 heures aussi. Mais je me suis lâchée. Et puis bah ma plainte elle a été posée. Et donc voilà. Donc 5 heures après je ressors de là. Donc on est 1 an après le viol, avril 2023. Et là du coup là j'ai ce qu'il faut pour signaler officiellement. Donc là j'ai contacté toutes les personnes qui travaillent avec lui pour faire mon signalement de façon vraiment officielle. Et pour leur dire, c'est simple, en fait, si vous continuez de travailler avec lui maintenant que vous savez, je vous dénoncerai comme des partisans de la culture du viol. J'ai pris contact avec un journaliste, donc le journaliste, il est en train d'enquêter. Il est en train d'enquêter sur ce viol, mais aussi sur tous les autres viols qu'il y a eu avant dans le même réseau, et il va essayer de savoir qui savait quoi et de vous faire tous tomber. Et donc là, je te le jure, il y a tout le monde qui l'a viré. Il n'y a plus personne qui a voulu travailler avec lui. Ils ont tous flippé. Et là, avec le journaliste, on s'est dit, mais il y a des trucs à creuser, du coup, c'est obligé. Et donc, le journaliste s'est mis à creuser. Et je te dis, ça fait plus d'1 an qu'il est sur l'enquête. Et tous les mois, il me dit, on peut pas sortir le truc maintenant parce que je viens de tomber sur une nouvelle affaire et j'ai trop d'enquêtes à mener. Oh putain. Donc, plus il cherche, et plus il trouve. Et là, il a construit un truc avec plein d'artistes différents et tout. Enfin, c'est pépite, quoi. Et donc, du coup, moi, je lui envoie des témoins et tout. Donc, pour l'instant, il fait tout en off. Il a un métier énorme. Et donc, du coup, on travaille tous les deux là-dessus. Pour moi, ça, c'est le truc le plus important. Tu m'étonnes. Donc, voilà. Donc ça, j'espère que ça va sortir bientôt. Je pense que ça sortira à la fin de l'année. Tu m'envoies un message quand ça sort, je veux absolument lire. Carrément, ok. Et parallèlement, donc il y a eu le signalement, il y a eu ce petit truc que je t'ai envoyé, et puis du coup lui il a porté plainte quand il est revenu de ses vacances, je crois. Ok. Il a porté plainte pour la diffamation, pour le harcèlement envers son réseau pro. Et puis il m'accuse. Pour ce que t'avais fait aussi, non, c'est ça? Il m'accuse d'avoir, la flic, elle me dit qu'apparemment, j'aurais collé des affiches de lui devant chez lui, avec le message, mon violeur c'est ton mec. Donc, on en a beaucoup discuté avec lui.
Et donc, quand la fille qui m'a interrogée, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle voie avec parce que moi, de toute façon, j'ai passé tout l'été en PLS dans mon lit. Donc, j'aurais jamais eu la force de faire un truc pareil, quoi. Et donc, je lui dis, surtout, vous avez pas pris la peine de faire témoigner dans l'histoire de mon viol. Donc, moi, je vous conseille de l'appeler parce qu'il a pas mal de choses à dire. Et la flic, elle a préféré pas l'appeler et continuer de faire comme c'est moi qui avais fait ce truc plutôt que, voilà, elle a pas voulu l'interroger. Donc, mon amie n'est jamais passée au commissariat. Et donc voilà. Donc, moi, j'ai été entendue une deuxième fois. Le flic m'a fait revenir. J'ai repassé 3 heures avec lui, pendant lesquelles il m'a dit « Je te crois, je comprends bien qu'il y a une relation d'emprise. » Il m'a dit texto « Aux yeux de la loi française, il n'y a pas viol. » Il n'y a pas viol, pourquoi ? Parce que je ne me suis pas débattue. Oh non mais... Donc il m'a dit « Officiellement, vous pouvez porter plainte. Officiellement, il vous a violé, il vous a traumatisé. J'en n'en doute pas. Il dit « Vous avez tout. » les signes, il m'a dit je ne remets pas en question votre témoignage. Il m'a dit aux yeux de la loi française, le procureur, si vous n'êtes pas débattu, il va classer sans suite. Je vous dis même avec les preuves, j'avais un enregistrement. Les 2 filles dont je t'ai parlé tout à l'heure, elles l'ont enregistré. Elles sont allées le voir chez lui. Elles m'ont posé des questions. Et il y en a une des 2 qui l'a fait avouer. Et ce bâtard, il a dit qu'il avait avoué sous la pression. Donc toi, t'as le droit d'avouer sous la pression. Et moi, j'ai pas le droit de céder à un rapport sexuel sous la pression. La pression, c'est que pour les machos. Donc, du coup, sur l'enregistrement, on n'entend pas dire « j'ai violé Ever ». Mais ma pote, elle lui dit « t'es d'accord pour dire qu'elle n'était pas consentante ?» Elle dit « oui ». « T'es d'accord pour dire que c'était un viol ?» Et il répond « avec ça, j'ai du mal ». Oui. Mais bon, c'est pas toi qui décides. Si elle n'est pas consentante, tu la violes. Ça, c'est un fait. Hein. Voilà. On peut pas revenir dessus, c'est ça. C'est ça. Sauf que comme le flic qui m'explique, en France, il n'y a pas le mot consentement dans la définition du viol. On ne parle pas de consentement en France. Il y a 4 façons de violer une femme, enfin de violer une victime. Et en fait, il faut que la victime, elle puisse prouver qu'il y a eu une de ces 4 manières. Donc, en gros, c'est la contrainte, la menace, la surprise et la violence physique. Et en fait, même si moi, il m'a prise par surprise, étant donné que j'ai pas réagi, et que je me suis laissée faire quoi, et ben du coup ça compte pas comme un viol. Ce serait bien qu'ils se renseignent sur la sidération, sur la dissociation, sur tous les mécanismes qui se mettent en place. Exactement. Le flic qui m'a dit que tout ça il connaissait, seulement la justice française elle ne le prend pas en compte. Je lui ai demandé pourquoi. Quand est-ce que la justice française va se réveiller et se bouger son gros cul ? Non mais il m'a dit que la justice française elle savait pourquoi elle faisait ça et que si on commence à valider ce genre de viol, il y a un truc de viol. Mais voilà. Et donc, du coup, bon, il valide quand même mon truc, donc je me sens rassurée un peu. Je me dis, je suis pas folle, quoi. Il me dit, par contre, il m'a dit, texto, je vous conseille de faire le deuil. Il m'a dit, même avec vos preuves, l'affaire, elle va être classée sans suite. Donc, moi, je pète un peu. Je lui dis, mais vous me croyez, vous pouvez le convoquer et puis vous le faites craquer, vous le faites avouer. Il m'a dit, je vais essayer, mais là, il est parti dans le sud, il n'y a aucune chance que j'arrive à le faire venir. Ça va être les flics vers chez lui qui vont parce qu'il a déménagé entre eux. Okay. Et du coup, je me dis, ok, donc ça me fait chier. Donc, je me dis, bon, vas-y, je vais faire mon deuil. Donc, je rentre chez moi et je commence à faire mon deuil. Une semaine après, ou une semaine ou 2 après, le flic me rappelle. Et puis, il me dit, bon, finalement, votre agresseur, il a accepté de venir. Oh. Et si vous voulez, on peut faire une confrontation. Donc, je rappelle mon avocate et je lui dis, mon avocate, elle me dit, faites pas ça, vous allez passer un mauvais moment, ça va servir à rien, faites-le pas. Et moi, je lui dis à mon avocate, mais j'ai peur de rien, je veux y aller, je veux le voir en face et je veux qu'il avoue. Donc, je rappelle le flic et le flic et moi, on était hyper complices, on s'appelait par nos prénoms et tout, moi, je l'adorais ce flic. Hein. Et le flic me dit, on met une stratégie en place et il me dit, on va faire partir les questions sur ça et tout. On prépare le truc, quoi, tu vois. Je me dis, c'est bien. Donc, il me donne rendez-vous. Donc, moi, j'y vais avec mon avocate. On commence le truc. Et en fait, la matinée, il avait passé avec lui. Il l'avait interrogé. Et puis donc, moi, je suis arrivée à 13h. Et donc, il commence par lire la déposition de mon agresseur. Et moi, j'ai pas vu. Des mensonges sur mensonges. Bah, oui, je me doute qu'il a... Mais il a inventé des trucs, mais on sait même pas pourquoi il les a inventés, en fait. Dans son délire, le mec. Ouais. Et donc, là, je craque. Parce qu'en plus, à un moment, il parle de mon crush, de ma relation avec mon crush. Donc là, je pars en couille, clairement. Et je m'énerve. Et là, le flic, en fait, il m'arrête. Et il me dit, Eva, si vous continuez, je vais être obligée de mettre fin à
ça, quoi. Et en fait, il n'a pas le temps de poser les questions qu'on a prévues ou quoi. Il se concentre sur un message que moi, j'ai envoyé et que du coup, mon agresseur a apporté au flic. C'est 6 mois après le viol et c'est un message que je dis parce que je suis manipulée, où je dis clairement, mais moi, de toute façon, j'ai pas besoin de donner mon consentement. 6 mois après le viol. Le mec, il dit que ça fait 2 ans, apparemment, ça fait 2 ans qu'on couche ensemble, et c'est 2 ans et demi après le premier rapport qu'on commence tout juste à parler de consentement. Et ça pose problème à personne. C'est 6 mois après le viol, on sent dans la conversation qui me pousse à le dire, et on sent que je le dis parce que j'ai pas envie de conscientiser que j'ai été violée. Oui. Mais pour le procureur, c'est une preuve qui joue contre moi. J'ai été consentante. Putain. Donc, tout est fait de toute façon. Tout est fait pour que t'arrêtes. Exactement. Donc le flic, il me parle que de ça. Donc moi, mais là, j'ai carrément insulté le flic en mode, mais vous foutez de ma gueule en fait. On n'avait pas prévu ça en fait. Là, vous êtes en train de me faire passer moi pour la méchante et vous êtes en train de le faire gagner là. Donc du coup, j'ai dit, tu sais quoi, moi je me casse. Et je me suis barrée. Et j'ai appris quelques semaines plus tard, du coup, par un ami qu'on avait en commun, qu'il se vantait de partout d'avoir été innocenté. Oh putain. Donc moi, je me suis dit, comment il a pu être innocenté alors que il peut pas prouver que c'est pas possible. Donc, l'avocate, je lui demande qu'elle mette un coup de pression au tribunal pour avoir le classement sans suite. Ouais. Et elle n'y arrive pas. Donc, au bout d'un moment, je pète un câble et je me dis, comment ça se fait que lui, il a eu le droit à avoir l'information et pas moi. Donc, je vais au tribunal et je pète un scandale. Mais je pète le scandale de ma vie. Je ne bougerai pas du tribunal tant que vous m'aurez pas dit ce que j'ai besoin d'entendre. Et je veux le papier qui va avec. Et donc, au bout de 2h30 d'attente, on me donne le papier. Et sur le papier, c'est écrit qu'on ne peut pas vraiment affirmer qu'il y a eu consentement ou pas. Donc, du coup, le procureur ne se prononce pas. Les preuves ne sont pas suffisantes. Ouais, donc il est pas innocenté. C'est classé sans suite parce qu'on sait pas, en fait. Exactement. On peut pas déterminer, entre guillemets. Exactement. Mais pour lui, c'est une forme c'est un moyen de dire qu'il a été innocenté parce que si tu veux, il a été obligé après quand il est licencié, il a été obligé de repartir chez ses parents dans le sud, mais donc il en a profité pour j'ai été obligée de sacrifier ma vie et tout. Et donc quand on a eu le classement sans suite, lui il a voulu revenir. Et donc pour revenir, il a dit à tout le monde, regardez, je vous avais dit que c'était mytho, j'ai été innocentée. Donc là, j'ai quand même eu un peu de soutien parce que ça faisait quand même pas mal de mois que j'avais anticipé ça et que je disais à tout le monde 0,9% des viols sont condamnés en fait. Enfin, ce serait un peu ouf que moi je sois partie des 0,9 quoi. Donc quand il a commencé à vouloir revenir, il s'est ridiculisé. Les gens commençaient à se dire mais c'est un forfait en fait. Parce que là dans tous les cas la question de savoir s'il m'a violée ou pas, elle a commencé à plus être très importante pour les gens. Les gens se sont dit, en fait, elle est traumatisée, il faut qu'il s'arrête. Entre-temps, si tu veux, moi, le fait d'avoir perdu, ça a déçu quand même. Il y a une personne en particulier, une femme, que j'avais déjà vue quelques mois plus tôt. Je lui avais apporté mon témoignage. Elle s'était pas prononcée. Elle m'avait pas dit je te crois, elle m'avait pas dit je te crois pas. Elle m'avait dit il faut que j'y réfléchisse. Et j'avais plus trop eu de nouvelles depuis, mais une de mes 2 amies m'avait dit elle te croit. Elle a du mal à accepter, mais elle te croit. Et en fait, petit à petit, cette fille s'est réveillée. Et quand le classement sans suite est tombé, elle a appelé les flics pour dire qu'elle aussi, elle avait été violée. Oh. Et le flic lui a dit texto, faut porter plainte, madame. C'est trop tard, là. L'affaire a été déjà classée sans suite. Ah, merde. Elle a appelé le lendemain de la confrontation. Donc ça veut dire que j'ai été à la confrontation. La confrontation, je suis partie là-bas à 15h30. Et à 17h, le procureur avait déjà classé mon affaire sans suite. Il l'avait déjà dit à mon agresseur et pas à moi. Ce qui fait qu'elle, quand elle a appelé le lendemain, on lui a pas dit que c'était classé sans suite. On lui a dit qu'il fallait qu'elle porte plainte parce qu'en fait, c'était trop tard. Donc, ils n'ont pas pris son témoignage à elle. Ils n'ont pas pris le témoignage de mon ami. Et par contre, lui, dans son affaire de diffamation, il a pu faire témoigner 10 personnes. Et il y a 10 connards qui sont allés témoigner contre moi. Et dans les 10 connards, la flic, elle les a manipulés et elle leur a fait croire qu'ils venaient témoigner pour le viol. Ouais. Et il y en a qui ont témoigné contre moi en pensant qu'ils témoignaient pour moi. Putain. Donc, je te dis même pas parce qu'ils avaient pas pris le temps de déconstruire. Donc, ils ont dit c'est de la merde. Donc, la flic, elle me balance genre... alors, moi, j'ai vu tous ses collègues. Tout le monde dit qu'il est hyper gentil, qu'il travaille super bien, qu'il fait pas de mal à une mouche. Donc, personne ne comprend vos accusations.
c'est un homme qui travaille vraiment bien. Je dis, mais Depardieu aussi travaille bien. Et depuis quand? Je lui ai dit, vous êtes flic, et donc du coup, quand un criminel, il travaille bien, vous arrêtez les enquêtes. On connaît maintenant le cliché du bon père de famille, tout Exactement. ça. Exactement. Donc je lui ai dit que je comprenais pas. Donc là, j'ai regardé mon avocate en mode, c'est quand tu veux que tu interviens. Donc mon avocate, elle a dit, effectivement, c'est un crime, donc vous enquêtez sur le crime et pas sur la réputation du criminel. Donc s'il l'avait tué, vous ne poseriez pas la question. Donc la flic qui dit, oh mais moi j'ai pas l'habitude des violences sexuelles et tout, moi je suis pas habituée à ça, c'est la première fois que je fais un viol ou je sais pas quoi. Donc Super. et elle dit, moi je m'occupe pas de l'affaire du viol, je m'occupe de la diffamation. Oui, enfin bon, les deux sont un peu liés quand même. C'est clair. Donc elle a fait venir 10 personnes, j'ai pas encore la liste complète, sauf qu'il y a 10 personnes qui ont témoigné contre moi. Le truc qui fait que je suis plutôt contente, c'est que ces 10 personnes n'ont, je pense, pas pris conscience que un témoignage, ça se récupère à la fin, quand l'affaire est classée. Et que du coup, à un moment, dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas trop, le tribunal va me renvoyer le dossier et je vais pouvoir avoir accès à tous les témoignages de tous ces connards. Et j'ai décidé d'en faire un livre. Trop bien. J'ai arrêté de faire ça, voilà, donc les petits connards, hein, parce que je sais qu'ils vont écouter, hein. En fait, mon agresseur écoute et regarde tout ce que je fais pour s'en servir contre moi. Un fan. C'est trop pratique, tu vois. Je me suis dit, par exemple, j'ai créé un dossier de preuve avec tous les messages qu'il m'a envoyés et avec pas mal de commentaires. Donc il y a une version light qui est tombée que j'ai envoyée aux flics, quoi, et que j'ai envoyée à tous ses collègues pour faire durer. Et puis il y a une version hardcore avec des gifs, avec des insultes, avec des trucs que j'aurais pas dit devant les flics. Et donc du coup la version hardcore elle est pas finie. Je vais en faire un site internet qui s'appelle Petite leçon de harcèlement. Et où je mets en avant tous les mécanismes en fait du gentil petit harceleur qui n'a pas l'air. C'est trop bien ça. Et donc du coup il y a des pépites hein, parce qu'il y a quand même 2 ans de messages de groupe. J'ai fait un PDF d'une centaine de pages et ce PDF en gros en fait quand je l'ai écrit sous le coup de la colère. Quand je l'ai écrit je savais pas ce que ça allait être. En fait j'ai juste essayé de remettre chronologiquement tous les messages de différentes dans différentes applis quoi. Et en fait au fur et à mesure aussi ça m'a permis de me refaire l'histoire. Bien sûr ouais. Et donc j'ai écrit tout ça et en fait en l'écrivant à la fin quand j'ai fini je me suis dit en fait il faut que ce truc il le lise. Et du coup avec Thiago on a réfléchi comment on fait pour le faire lire et c'est là qu'on s'est dit si on le fait passer comme une preuve contre moi il va vouloir le lire en entier mon avocat et donc c'est là où je me suis dit que finalement la justice elle allait m'aider à ça, c'est-à-dire que je l'ai envoyé à tous ses potes et je me suis dit il y en a bien un à un moment qui va faire la bavure de lui montrer. Oui. Et je savais qui allait le faire en plus. Enfin, j'hésitais entre 2 mecs. Et donc, du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand il est revenu de ses vacances, il a aussi eu accès à mes preuves. Et donc, du coup, il a lu tout ce que je pensais de lui. Le truc que j'espérais, c'est que avec ses preuves sous les yeux, il y a un déclic. Et qu'il se dise, effectivement, j'ai été un gros porc. Puisqu'il a peur que je montre les preuves aux gens, normalement, il devrait se dire que du coup c'est grave parce qu'il a oui. Mais non, il n'y a pas eu le déclic. Toujours dans le déni Il est toujours dans le déni, il est toujours innocent de tout, il comprend toujours pas pourquoi voilà. Donc pour moi c'est indéniable. Les preuves là sont indéniables. Les personnes qui ont eu accès à ce truc, elles sont pas allées jusqu'au bout. Elles m'ont dit à la moitié OK, c'est bon. Donc voilà, ça m'a fait du bien de savoir qu'il avait lu ça. Ça m'a aussi je sais que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment pété un câble et je sais aussi que ça lui a fait du mal. Donc voilà, c'était hyper dur à écrire, vraiment ça a été une torture et ça fait un moment que je veux me remettre dedans pour le site internet et que j'ai un petit peu du mal. Pour l'instant, j'ai pris mes distances. Oui. J'ai demandé, c'est un truc de ouf ce que j'ai fait. Et il y a 900 pages en tout. Donc, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Parce qu'il y a beaucoup de gifs, donc du coup ça prend de la place. Donc c'est pour exprimer mes émotions et pour aussi exprimer. J'ai mis beaucoup d'humour. J'ai beaucoup d'humour noir j'avais besoin de l'humour en fait. Et donc du coup c'est hyper important l'humour, l'humour noir surtout pour. En fait, vu qu'il s'est beaucoup victimisé et qu'il est vraiment passé pour le Calimero, je me suis dit mec, je vais t'écraser en fait. Si tu es une victime, tu es une victime quoi. Dès qu'il a commencé à vraiment se victimiser, je me suis dit soit j'essaye de faire entendre ma voix et de prouver qu'il ment, soit si j'arrive pas à prouver qu'il ment,
je vais faire en sorte que ce qui soit vrai. Ouais. Donc à chaque fois par exemple, il s'est plaint que j'avais envoyé le dossier de preuve à tout le monde. Je l'avais pas encore envoyé à tout le monde, mais il me donne des bonnes idées. C'est clair. Je prends note. Exactement. Donc du coup, en fait, si tu veux, à chaque fois, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il a essayé quelque chose pour me faire du mal, il s'est vautré et ça s'est retourné contre lui. Je savais, en fait, moi, je suis partie du principe que c'était un violeur. Et comme tout à l'heure, je te disais que j'ai un petit talent avec les névroses. J'ai anticipé toutes les névroses qu'il allait sortir, en fait. Et mon ami était choqué. J'anticipais tout à 1 an d'avance. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait là ce mois-ci, ça fait 1 an que je l'ai prévu. Lui, il a dit vraiment sans réfléchir. Il est vraiment dans ses névroses, quoi. Et moi, du coup, j'ai 1 an d'avance sur lui et surtout, il est tellement prévisible que du coup, tu l'as vraiment cerné, quoi. J'ai posé des mines tout autour de lui et j'ai attendu qu'il roule vert et qu'il se pète les mines à la gueule. Et moi, je n'ai rien à faire. Et donc du coup, ses amis, ils m'en veulent beaucoup parce que j'ai pas été réglo dans ma façon de gérer ça. En fait, je me suis pas contentée de porter plainte. Mais de toute façon, on voit bien dans ton témoignage toutes les violences dont tu as été victime, alors non seulement sexuelles au départ par ton agresseur, mais aussi de toutes les violences que tu as subies de la part de l'entourage, des gens qui te croient pas, de la violence aussi des flics, enfin de tout le monde en fait. Parce que mon ami, il s'est tout de suite positionné de mon côté, mais lui aussi, il a subi. Oui. Il a plus réussi à trouver du taf dans le milieu, donc il a été obligé d'aller travailler chez Axe. Normalement, il est intermittent du spectacle. Il a plus réussi à avoir de contact avec les gens, l'ont mis de côté. En fait, ils lui ont pas dit, on croit pas Ever. Il y a personne qui a eu le courage de venir me confronter. Les gens, ils ont parlé dans notre dos, en fait. Et donc, du coup, ce qui fait que, moi, on m'a diabolisé. On l'a diabolisé aussi. La seule personne qui n'en est pas pris par la gueule, c'est la personne qui a publié la story. Ouais. C'est une personne qui est pas du genre à prendre parti pour qui que ce soit. Et en plus, elle impose un putain de respect, cette meuf. C'est la maman, en fait, tu veux. Ouais. Et donc, elle, il y a personne, en fait, elle, c'est aller plus loin, même les gens, quand ils lui parlaient à elle, ils lui faisaient croire qu'ils me croyaient. Ils disaient tous, c'est horrible ce qu'il a fait et tout. Ils étaient toujours de notre côté, mais c'était tous des mythos. Oui, il y a personne qui a eu des coups de lui dire à elle, on la croit pas. Donc, du coup, ça a tout été fait en off. Et au final, ça a plutôt joué pour moi, parce qu'au moment où il a porté plainte pour la diffamation, comme ça a tout été fait en off, il n'a rien pu prouver. Donc, il n'a pas pu prouver que j'avais harcelé ses collègues, parce qu'il n'y en a aucun qui a osé dire que je l'avais harcelé, sinon ils sont dans la merde. Il n'a pas pu prouver que la diffamation, je parlais de lui, parce que même si tout le monde le sait, j'ai fait en sorte qu'on ne puisse pas l'identifier. Oui. Donc, même si j'ai envoyé des tartines et que j'ai parlé que de ça pendant des mois... mais tu balances pas le nom, en fait, donc après... J'ai demandé aux flics, prouvez-moi que c'est lui. Ouais. Allez-y. Et voilà. Et puis, pour les histoires des affiches, quand la fille, elle m'a demandé qui ça pouvait être, j'ai fait la liste de tous ses potes, parce que je me suis dit que c'était forcément pour me diaboliser qu'ils avaient dit ça. Donc, après tout ça, j'ai commencé à plus chercher d'aide, parce que je me suis dit que ça servait plus à rien. J'ai décidé que, une fois que les preuves avaient été publiées et que son discours à lui, avec toutes ses incohérences, il tenait plus debout, pour moi, c'était aux autres de venir faire l'effort, de venir vers moi, de venir s'excuser. Ouais. Donc, j'ai fait une story, j'ai dit aux gens, vous avez témoigné contre moi, vous avez pas pris parti pour moi. Aujourd'hui, on sait que il a menti et tout, donc si vous revenez pas vers moi, je vais continuer à punir tous ceux qui m'ont fait du mal. Ouais. Je vais pas me contenter de le punir lui. Donc là, je leur ai laissé une chance, je leur ai dit, vous avez encore le moyen de vous excuser. Et donc, du coup, j'en ai quelques-uns qui sont venus. Plusieurs personnes sont venues m'écrire en mode Ever, je suis désolée, je t'ai abandonné, machin et tout. Ils ont fait des excuses par message, et depuis, j'ai plus mon ego. Donc, ils ont nettoyé leur ego. En fait, c'est bon, je suis excusée. Mais pour moi, il y a personne qui m'a soutenue, à part les 3 personnes dont je t'ai parlé. Et ceux qui m'ont fait croire qu'ils me soutenaient, ils ont fait semblant. J'ai reçu vraiment des excuses. Genre, là, il y a quelques jours, je me suis pris la tête avec la toute première fille que j'étais allée voir. Ouais. Tu sais, celle qui m'a dit, tes excuses, elles sont honnêtes. Ouais, d'accord. Lui dire que, elle m'avait pas soutenue, qu'elle avait pas été là pour moi, et que, au moment où j'ai parlé, il y a 2 de ses collègues, du coup, 2 mecs avec qui elle travaillait, quand je suis allée les voir, ils m'ont envoyé chier. Ils m'ont fait du mal. Parce
qu'elle avait pas fait son taf, en fait, parce qu'elle avait pas pris le temps de leur dire. Et quand elle se justifie, elle me dit, j'étais toujours avec toi depuis le début. Elle me dit, j'en ai parlé avec personne, donc je comprends pas que tu dises que je suis restée neutre et tout, mais c'est bien ça que je te reproche. C'est clair. Avec tu t'en as fait un tabou. Aujourd'hui, tu veux que elle l'a protégée. En fait, oui, elle l'a protégée sans s'en rendre compte. Elle m'a dit, j'ai perdu un ami pour toi, j'ai sacrifié un ami pour toi. Je lui dis, alors toi, tu me dis ça. Les 8 meufs, elles me disent toutes, merci de m'avoir mis en garde. C'est clair. Et toi, tu me dis, j'ai sacrifié un pote. Il y a un problème dans l'équation. Elle me dit, non, je suis pas dans le déni, je sais très bien, depuis le début, je suis avec toi et tout. Bref, il y a différentes formes de déni, il a fait dans le déni. C'est clair. J'appelle un de nos potes en commun qui fasse médiation. Je lui parle pendant 1 heure, je lui explique tout, je lui explique en quoi elle m'a fait du mal, en quoi toutes les excuses qu'elle a sorties, c'est que des excuses de la culture du viol. Elle a pas, en fait, j'étais un peu agressive. J'ai envoyé un message assez long, j'étais un peu agressive. Je l'ai fait lire à mes 3 acolytes, ils l'ont validé. En mode, c'est un peu agressif, mais c'est mérité. Mais après, tu perds patience, hein. T'es pas là pour expliquer non plus, t'es pas là pour faire de la pédagogie, toi. C'est la seule personne de toutes les personnes à qui j'ai fait ce coup-là qui s'est permise de me renvoyer mon agressivité à la gueule. Oh putain. De pas légitimer ma colère et de me reprocher. Elle a renversé la situation. Elle s'est posée en victime. C'est moi la méchante. Et tout ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a dit pour justifier, c'était que des excuses qui sont pas valables, en fait. Oui, bah oui. Ça m'a gonflé. J'ai quand même été dans son sens. Parce que cette meuf, je pense qu'elle elle a un ego trop pour pouvoir se remettre en question. Donc ça a pas marché. Donc je lui ai dit oui, c'est ça, d'accord, c'est moi qui ai fait de la merde. J'ai lâché l'affaire. Elle a coupé la communication, elle m'a bloqué. Donc punition par le silence. C'est clair. Mépris total. Ça m'a gonflé. Donc 2 jours plus tard, j'ai écrit à un ami qu'on a en commun. Il m'a pas répondu. Je savais qu'il allait pas me répondre. Du coup, ça m'a gonflé aussi. Donc je me suis dit, je vais l'appeler. Je me suis dit, ce con, il a pas dû enregistrer mon numéro. Donc rien à foutre, je l'appelle. Et dimanche soir à 19h, je l'appelle, il répond. Il n'avait pas enregistré mon numéro. Quand je lui dis, il était pas joyeux, hein. Pendant 1 heure, je me plains, je lui dis ce qui va pas, je lui dis pourquoi est-ce qu'elle a fait de la merde et en quoi est-ce que son comportement va pas, et tout ce que j'attends, en fait, c'est qu'elle le reconnaisse. Ouais. Mon combat, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a la culture du viol qui les a imprégnés de partout et de s'en débarrasser. Donc si elle admet pas qu'elle a eu tort, elle reste dans le déni et puis je peux pas avancer, quoi. Donc pour moi, c'est pas une question de lui foutre le... Parce elle a osé me dire, tu te rends compte que pourquoi tu fais du mal à tout le monde, Eva? Mais je ne fais pas du mal à tout le monde. Je me bats, je me défends, ça vous fait souffrir. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Oui. Donc moi, elle m'en a mis plein la gueule. Moi, j'ai eu le droit à sa colère et à sa violence. À lui, elle lui a toujours pas dit que c'était un connard. Et quand j'ai appelé ce gars et que pendant 1 heure, je lui ai dit tout ça, le mec, à la fin, il ose me dire, mais tu sais, Eva, c'est quand même une belle personne. Ok? C'est pas la question. Je ne crois pas que ce soit la question. Je crois que tu essayes encore, toi, pareil, hein, de garder une belle image positive de cette fille. J'ai jamais dit que c'était un monstre. J'ai simplement dit que là, elle a pas eu le bon comportement. On remet en question son comportement, pas sa personnalité. Ben oui. Je ne connais pas cette fille, c'est pas mon amie. Si c'est ton amie et que tu l'adores, tant mieux. Si c'est une belle personne, tant mieux. Après, la culture, elle transforme les gens en connards. J'ai vu beaucoup de gens c'est clair, ouais. C'est des gens respectables et pourtant ils se sont transformés en gros connards. Mais vraiment, et d'ailleurs ce mec en fait partie. Et donc du coup il conclut sur cette phrase et dans ma tête je me dis, il continue de me dire qu'elle est pas dans le déni et je me dis, en fait ils font pas l'effort de déconstruire, donc ils ne peuvent pas. Je suis saoulée, je raccroche et je me dis laisse tomber. Et puis hier j'ai vu une de mes 2 amies qui est avec moi depuis le début. Je lui montre la conversation. Et elle me dit, je vais lui parler, parce que là, clairement, elle est 400% dans son tort, et t'as tout à fait raison. Ouais. C'est légitime, en fait, de t'énerver, quoi. Donc, et surtout, c'est la seule contre qui je me suis énervée et qui n'a pas voulu admettre, en fait. Donc, pour moi, il y a un moment où, faut qu'elle fasse l'effort, elle, entre-temps, elle est allée se plaindre à un autre pote, à faire le moment en disant que je lui en avais mis plein la gueule et que j'avais été méchante avec elle. Mais en fait, on voit juste que les gens ont pas envie de se remettre en question, les gens ont pas envie d'ouvrir les yeux, et à un moment donné, toi, t'es pas là pour faire de la pédagogie, et t'es pas là pour les éduquer non plus, quoi. T'as tes traumas à gérer, t'as tout ça à gérer. Comment tu vas aujourd'hui? Là, avec tout... Alors, j'ai passé 15 heures en garde à vue pour l'histoire de la DIFAM.
Ça m'a mis KO. Donc, J'imagine. J'allais un peu mieux, en fait. Avant tout ça, cet hiver, ça allait un petit peu mieux. Et puis, bah, de me retrouver chez les flics, ça m'a mis KO. Donc, ça m'a refait partir dans mon stress post-trauma à fond. D'ailleurs, j'ai été diagnostiquée par le psy du tribunal avant la garde à vue. Et ça les a pas empêchés. Il a donc diagnostiqué le stress post-trauma. Ouais. Il a diagnostiqué que c'était intense. Ça les a pas empêchés de m'enfermer pendant 15 heures. Donc, c'est mes 3 amis qui sont venus au commissariat pour me récupérer, qui ont insisté pour que je sorte. Ils ont juste fini une décharge. Parce que les flics avaient peur que je me foute en l'air. Parce qu'en fait, quand ils ont voulu m'interroger, je venais de savoir que mon affaire à moi était classée sans suite. Oui. Donc, je suis allée au commissariat en mode vous avez creusé ma tombe, en fait. Enfin, je leur ai dit toute la journée. Donc, je les ai beaucoup insultés de chien de Darmanin et tout ça. Je me suis lâchée, en fait, parce que je me suis dit ils ont fait de la merde. Donc le psy, grâce au psy, j'ai été considérée comme irresponsable de mes actes. Ok. Peu importe, je suis considérée coupable ou pas. Je sais toujours pas si je suis coupable ou pas. Le procureur n'a pas décidé. Il a mis 1h30 pour décider si le viol était un viol. Non mais c'est clair. Et donc du coup, peu importe le résultat, dans tous les cas, je serai pas considérée comme responsable. Donc tout va bien. Et donc bah depuis, je suis suivie par 2 psychiatres. J'en suis une pour vraiment parler de mon trauma et puis une autre pour gérer mes problèmes d'addiction parce que du coup je me suis remis dans mes addictions et que je fume beaucoup d'herbe et que j'ai pas mal de soucis de santé, donc c'est pour gérer mes problèmes de santé. Donc j'ai 2 psys qui font un travail complètement différent et puis j'ai aussi une psychologue qui m'aide beaucoup. Ça va non, ça va pas trop. Donc avec tout ce qui m'est arrivé, le rejet, l'abandon et tout, j'ai plus de vie sociale. Il y a que dans ma vie. Donc c'est le seul que je peux voir, c'est le seul que j'accepte de voir. C'est le seul avec qui je me sens bien en fait. Avec tous les autres, je peux voir d'autres gens, mais ça va forcément finir par me faire stresser et je vais forcément passer un mauvais moment. Avec lui, tu te sens en sécurité, rassurée en fait, Voilà, je peux passer plusieurs heures, quand il vient, il reste plusieurs heures chez moi. Et il n'y a pas d'hypervigilance, de choses comme ça, tu peux vraiment être tranquille et... En plus de ça, je suis pas obligée de faire attention à ce que je raconte. Tu vois, donc ça m'aide aussi parce que quand ils me permettent d'en parler, après tu vois, du coup je me calme et puis oui, bah bien sûr. Et donc là je suis sous antidépresseurs. Ça fait pas longtemps parce que je pouvais pas les prendre avant, c'était un peu compliqué avec les problèmes de sang. Donc là j'ai commencé récemment à prendre des antidépresseurs. Je peux toujours pas ressortir de chez moi. Je mange plus, je dors plus depuis 1 an et demi et surtout le plus gros des symptômes c'est que je ne peux pas parler d'autre chose. Ouais. T'es vraiment dans... Il y a que ça qui... J'ai essayé de travailler 2 fois. Les 2 boulots que j'ai eus, je les ai pas gardés parce que au bout de 3 jours, toute la boîte savait que j'avais été violée. Ouais. Tellement c'est imprégné en moi et tellement je suis en état de choc que j'arrête pas de parler de féminisme, de violence sexuelle, de traumatisme et donc les gens ils vont vite remplir, tu vois. Donc pour l'instant, selon mes psys, je suis encore bloquée. Ouais. Donc je peux pas tout de suite reprendre une vie normale, il va me falloir 1 an ou 2 je pense. Donc voilà, les conséquences elles sont assez fortes. J'ai pas pu de rencontre, je reste chez moi, je passe mon temps à lire et à écrire. Je sors plus du tout. Ça fait 2 ans que je peux aller dans une soirée devant un caisson. Alors que t'adores ça. Ça me manque, mais ça c'est le truc qui me plaît le plus. Donc, j'ai été obligée de m'endeuiller de toute ma vie. De tout ce que j'avais, de tout ce que j'aimais. Je suis devenue une féministe engagée alors qu'avant la politique ça me cassait les couilles, que j'étais une misogyne qui avait peur des femmes. Aujourd'hui j'ai que des copines femmes. J'ai complètement changé. Je ne suis plus du tout la même personne. D'ailleurs, pour te dire, les gens n'ont pas compris ce que j'ai vécu parce que ce gars là que j'ai appelé pour me plaindre de cette fille a osé me dire à la fin de la conversation, Heather, si tu continues à être aussi méchante avec les gens, tu vas finir par être toute seule. Oh putain. Me menace de vivre les conséquences que je vis depuis 1 an en fait. C'est clair. Ça fait 1 an que je suis toute seule et c'est parce que vous avez été méchant qu'aujourd'hui je suis méchante. Il serait question d'arrêter d'inverser les rôles. Je ne peux pas prendre la culpabilité de tout, c'est pas possible. Et puis donc, tu dis que t'es... Pardon, vas-y. Qu'est-ce que tu veux redémarrer là-dessus? T'es sérieux, mec? Ça fait 1 heure que je te dis, vous m'avez tous abandonné, je suis toute seule, j'ai plus d'amis, j'ai plus de vie. Et toi, tu me dis, si tu continues, tu vas perdre tout ce que t'as pas.
Ok. T'es peut-être aussi encore à fond dedans, je vois pas comment exprimer ça autrement. Parce que justement, tout le monde t'a chié à la gueule, tout le monde a nié tout ce que t'as vécu et t'as jamais eu en fait cette légitimité, le fait que les gens te disent ok Ever, en fait on te croit et on le next de nos vies, on le sort, on va tout faire aussi pour te soutenir. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait contre leur gré. Par la menace, parce que oui, c'est ça, c'est pas un vrai soutien. Ils l'ont pas déconstruit. C'est pas du soutien. C'est pas un soutien, c'est de la peur parce que il y aurait pu avoir des conséquences de ce que tu aurais pu faire contre eux. Pour moi, il y a que 3 personnes qui me soutiennent, parce qu'il y a que 3 personnes qui ont dit texto, mec, on te croit pas, et qui l'ont confronté. Donc pour moi, les autres, tous ceux qui me disent, je suis avec toi depuis le début, ok, mais si tu lui as pas dit à lui. Non bah c'est clair. Tu peux pas être faux cul comme ça en fait. À un moment donné, il faut se positionner, on n'a plus le temps. Pour te dire, j'ai pris contact avec quand j'ai vu sa copine, elle est venue avec sa meilleure amie. Ouais. Et je me suis dit, au bout de quelques mois, je me suis dit, cette fille a été elle-même victime et tout. Donc, pour moi, s'il y avait quelqu'un qui pouvait ouvrir les yeux aux autres, c'était elle. Je prends contact avec elle, elle ose me dire qu'elle me croit. Elle ose me dire qu'il y a que des incohérences dans le discours de son pote. Et elle me dit texto, je ne peux pas tourner le dos à mon ami. Donc, elle me dit la phrase, laisse-moi tranquille dans mon déni. Mais tant que les gens ne se remettront pas en question et ne prendront pas position et se rendront pas compte de tout ça, parce qu'ils veulent pas en fait se rendre compte, ils veulent vraiment rester dans le déni, on pourra jamais avancer en fait. C'est ça. En fait, le truc qui va pas, c'est que quand moi je l'ai accusé, sur le moment, quand on était en face à face, lui il a accepté. Ça a été compliqué, mais il a accepté. Il pouvait pas dénier. Oui. À ce moment-là, il pouvait pas. Tu vois, ça. En plus, on s'était embrouillé plusieurs fois pour qu'il me harcelait. Donc à ce moment-là, ça va. Mais le truc, c'est que quand il en a parlé à sa copine, il a pas réussi à lui dire ce qu'il a fait. À elle, il a pas pu. Donc il lui a dit que moi, je l'accusais. Oui. Et c'est elle qui a eu besoin de faire valider son déni. Et c'est elle qui a propagé. Et en fait, si tu veux, vu que ses amis l'ont conforté dans son déni, lui, il s'est enfoncé dans ses névroses, dans ses psychoses, et il n'a pas pu faire de retour en arrière. Parce que vraiment, les premières semaines, il a avoué à des gens sans savoir qu'il avouait. Oui, bah oui, bien sûr. Les gens ont entendu ses aveux. Et donc, au moment où il s'est plongé dans le déni, en fait, il s'est ridiculisé et il s'est contredit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il disait que t'étais pas, il reconnaissait que t'étais pas consentante, mais que c'était pas un viol. Exactement. Bah oui, parce que je me suis pas débattue. Après, il a pris rendez-vous avec son avocate. Son avocate, elle a lui dire la même chose. Tant que je m'étais pas débattue, c'était pas un viol. Et en fait, il y a tout le monde qui s'est appuyé là-dessus en mode, on s'en fout que tu sois traumatisé. Ce qui compte, c'est que lui, il a été réglo. Quel message t'as envie de faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? Du coup, qu'il y a un gros travail à faire sur le psychique. On peut pas demander à un violeur d'assumer parce que si un violeur a violé, il a un ego trop fragile. C'est obligatoire. Quand on viole quelqu'un, c'est qu'on n'arrive pas à accepter le rejet. Donc c'est que notre ego est trop fragile. De toute façon, le viol, c'est la domination. C'est vraiment ça. Voilà. C'est carrément ça. Si la personne, elle a réussi à violer sans se faire prendre sur le fait, c'est impossible qu'elle assume d'avoir commis un crime sans que personne l'ait vu faire. C'est impossible. Donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est comptez pas sur la justice pour vous aider, comptez plutôt sur les psys. Pour moi, il y a que les psychiatres, la psychanalyse, l'inconscient, qui peut nous aider à comprendre. Et moi, le fait d'avoir compris que tout était inconscient, qu'ils pourraient jamais avouer, que les gens étaient dans le déni, de comprendre tous les mécanismes que notre cerveau y met en place, ça m'a vachement aidée en fait, parce que je savais dans quel combat je pouvais partir ou pas. Je savais que mon but, ça a jamais été qu'il avoue. Je savais qu'il n'y arriverait pas. Depuis le début, je savais que son déni était trop fort et que le seul truc que je pourrais faire à la limite, c'est de lui fracasser sa version et de le faire fuir. Et puis de te faire justice toi-même, surtout. Voilà. Après, pour faire justice moi-même, ça a été compliqué parce que je voulais pas non plus j'avais peur de devenir méchante. Et le truc, c'est que vu que je me suis retrouvée toute seule, bloquée dans ma solitude, je suis vite devenue misanthrope et que j'ai vite perdu mon empathie. C'est pour ça que ça me fait rire quand les gens disent que je suis méchante. Oui, mais c'est une conséquence en fait. J'ai pas choisi de devenir cette personne. On m'a agressée. Est-ce que c'est réellement de la méchanceté ou c'est un mécanisme de protection qui se met en place aussi mais voilà. C'est un mécanisme. Je sais que par exemple ma psy elle m'a dit que j'avais développé des mécanismes narcissiques pour protéger mon ego puisque
mon époux a été pulvérisé. Donc je reconnais hein, les mécanismes narcissiques. D'ailleurs, avec elle, je parle tout le temps et je lui dis putain, comment je suis narcissique. Donc je fais tout ce que je peux pour m'enlever tous ces mécanismes de mon inconscient. Et le truc, c'est que je les vois chez les gens qui se protègent eux-mêmes. Quand je vais les agresser, quand je vais les confronter, je vois que qu'ils sont avec leur mécanisme et que c'est très rare que j'arrive à débloquer la situation et à faire prendre conscience à quelqu'un. J'ai quand même eu des déclics. J'ai eu pas mal de gens qui ont eu un déclic, mais assez récemment en fait. En fait, le déclic, ça a été quand la deuxième victime, elle a parlé. Que là, les gens, ils se sont dit, en plus, cette victime-là, elle est vraiment proche de tout le groupe et elle travaille avec eux. Donc, sa voix, elle porte un peu plus. Donc voilà. Donc, les gens, ils se sont dit, bon, là, c'est la deuxième quand même. Donc, ça a un petit peu fait bouger les choses. Et là, j'ai commencé peut-être à me sentir un peu, à obtenir un peu justice. Ouais. Un grand merci à toi, Ever, d'avoir partagé ton histoire avec nous, de m'avoir fait confiance. J'ai pas vu en toi une folle, une hystérique ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai surtout vu une femme en souffrance qui essaie de se faire entendre, qui essaie de faire bouger les choses et qui se bat chaque jour pour survivre et pour obtenir justice. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.